Ok, bonjour à tous. Normalement, vous nous entendez. Je vois quelques signes qui acquiescent. Donc c'est bon, on a le retour son dans la salle. Et ben, on est ravis d'être ici avec Arik pour vous présenter le thème de la journée et de cette conférence qui est liée au e-retail marketing. Donc on est avec Arik que je vais laisser se présenter d'abord et puis après je me présenterai à mon tour. Moi, Arik Abou, donc je travaille chez iProspect, donc groupe Dentsu, depuis maintenant un peu plus de 9 ans et depuis 3 ans du coup sur la cellule e-retail. Donc on accompagne nous les marques dans leur développement ou accélération sur les business, marketplace et e-retailers. Et bonjour à tous, donc moi je m'appelle Tanguy Lefaller, je fais partie du groupe Publicis et notamment de Publicis Commerce, qui est une structure qui accompagne les marques dans leur évolution du paysage commercial et dans leur développement commercial, notamment spécifiquement sur ces sujets e-retail et e-commerce. Donc voilà, on fait juste une petite introduction avant de laisser la place aux intervenants, parce qu'aujourd'hui vous avez la chance d'avoir 3 tables rondes différentes, 3 tables rondes qui vont traiter des sujets liés au e-retail, qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure. Mais juste peut-être quelques mots en introduction. Alors, déjà quelques mots sur la Mobile Marketing Association. Donc, avec Arik, on co-dirige un groupe de travail lié au e-retail. D'abord e-retail média et maintenant un scope un peu plus large, on en parlera, dédié au sujet e-retail. Et dans ce cadre, on voulait présenter rapidement la Mobile Marketing Association. Donc, comme vous le savez, le mobile, aujourd'hui, on n'en parle même plus en tant que tel, c'est-à-dire que c'est intégré un petit peu dans tous nos parcours, que ce soit des parcours shopper, des dynamiques d'entreprise, des stratégies de développement. Mais la Mobile Marketing Association a toujours été assez précurseur sur le sujet et s'est intéressé à tous les sujets qui traitent du mobile, aussi bien sur de l'application, du web mobile, du paiement mobile, du drive to store et dernièrement, notamment, un sujet qui nous est cher sur la partie e-retail média. Alors, comment on peut définir un peu le e-retail média ? Finalement, c'est l'ensemble des dispositifs, marketing ou commerciaux, qu'un fournisseur va faire en lien avec ses distributeurs. Donc, c'est des dispositifs d'activation sur les sites ou en relation avec la donnée des distributeurs. Et nous, on va essayer d'intervenir pour essayer de mieux comprendre cet écosystème. C'est aussi le but de la Mobile Marketing Association. C'est une association interprofessionnelle qui va regrouper donc des structures d'origine un petit peu différentes, des technos, des régies, des retailers, des agences, donc un peu toutes les personnalités de l'écosystème pour essayer de mieux comprendre les dynamiques de marché et notamment cette partie e-retail dont on va vous parler aujourd'hui avec Jérôme ensuite. Alors, quelques mots sur le e-retail média. Donc le e-retail média, c'est un groupe de travail qui a été lancé maintenant il y a un peu plus de 2 ans avec Arik ici présent au sein de la Mobile Marketing Association. On a lancé ce groupe de travail parce qu'on sentait qu'il manquait un petit peu d'une instance interprofessionnelle sur le sujet. Et donc depuis, on a fait grossir un petit peu les rangs de l'écosystème et de la Mobile Marketing Association avec des nouveaux acteurs du marché e-retail média, justement pour essayer de mieux comprendre la dynamique du marché, les nouveaux intervenants, les acteurs clés, et essayer de donner un peu plus de visibilité à ce levier-là. Donc voilà, aujourd'hui, dans ce groupe de travail, au sein de la MMA, on va avoir des acteurs différents. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, chose la plus importante peut-être, c'est que aujourd'hui, finalement, on a avancé un petit peu dans ce groupe de travail, avec notamment, pour donner de la visibilité au marché, des cartographies. Donc, un moyen de donner de la visibilité aux acteurs et essayer de mieux comprendre qui sont les acteurs qui naviguent un petit peu autour de ce levier e-retail média. Donc là, vous voyez sur la gauche de l'écran un petit peu une des cartographies qu'on a publiées et qui va présenter toutes les offres possibles sur la partie on-site, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, en tant que marque ou en tant qu'agence, je peux, à quel inventaire je peux accéder en tant que marque ou agence au sein d'un univers e-retail. Et donc, par exemple, quel est l'inventaire sur le site de Carrefour, de Fnac Darty et j'en passe, pour mettre en avant ma marque, mettre en avant mes produits. Donc toute la partie haute est plutôt sur le on-site et toute la partie basse sur le off-site. Le off-site, c'est tout ce qui est en lien avec la donnée des distributeurs. On en reparlera aussi pas mal pendant les tables rondes, mais les distributeurs donnent de plus en plus accès à leurs données à des fins de marketing, à des fins commerciales.
pour essayer de mieux toucher les bons interlocuteurs. Donc on fait ce type de cartographie, on se les présente aussi lors de petits déjeuners ou de petites réunions un petit peu ouvertes au plus grand nombre, auxquelles on vous conviera avec grand plaisir. Et lors de ces petits déjeuners, c'est aussi une occasion d'aborder d'autres sujets, notamment la mesure de la performance, dont on reviendra aujourd'hui avec certains acteurs qui prendront la parole, ou encore peut-être demain du live shopping qui sera aussi un des axes des tables rondes. Donc voilà un petit peu pour présenter le groupe de travail. Juste un petit focus sur les acteurs un petit peu qui ont rejoint le groupe de travail, qui se sont intégrés dans la MMA depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans. Et un dernier petit point, ce groupe de travail, il est aussi en synergie entre l'IAB d'un côté et la Mobile Marketing Association de l'autre, parce qu'on avait des convergences sur ces sujets-là. Donc maintenant, au sein de ce groupe de travail, on retrouve un petit peu des entreprises des 2 groupes, des 2 associations. Et donc vous voyez, il y a un petit peu pas mal d'acteurs de l'écosystème qui gravitent dans cet écosystème. C'est même pas exhaustif, mais c'est pour vous donner un petit peu d'idée. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi à contacter la Mobile Marketing Association pour nous rejoindre. On vous accueillera avec plaisir. Et maintenant, un petit peu en next step, mais on est parti depuis 2 ans sur le sujet e-retail média et on l'a ouvert récemment. Et donc, je vais laisser Arik en parler un petit peu. Effectivement, nous, le groupe de travail, il a maintenant 2 ans. Donc, sur la première année, on était sur une dizaine d'acteurs qui nous ont rejoints et on a après, du coup, adressé le sujet notamment avec l'IAB. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment une vraie traction autour de ce sujet au sein de l'association. Donc, on a décidé cette année d'en faire un groupe de travail à part entière, qui est vraiment va fonctionner comme une commission. Donc, on a recruté beaucoup plus de membres. Maintenant, on travaille conjointement avec l'IAB. Comme le disait Tanguy, on est une 40aine de membres. Et on a choisi aussi de restructurer un petit peu la façon de faire et surtout les sujets qu'allait adresser ce groupe de travail. Et les sujets sont en lien en fait avec les enjeux que va avoir le retail média en 2022. Le premier, c'est tout ce qui va être lié à l'activation. Donc ça sera l'idée par Christophe Lemarchand. Et ici, l'idée, pouvoir continuer un petit peu à suivre les évolutions du retail média. Et je pense qu'on en discutera aussi par la suite après dans les tables rondes. Il y a un vrai phénomène de plateformisation qui est en route. Donc on rentre vraiment dans une ère de la maturité sur le sujet. On voit aussi qu'il y a une concentration de certains acteurs qui est en train de s'opérer. Donc tous ces sujets seront portés aussi par cette task force-là. La seconde task force, c'est lié à l'analytics. Donc, comme tout sujet média, l'analytics est hyper important. La mesure également. Et ce qu'on se rend compte aussi sur le secteur du retail média, c'est que le marché manque encore un petit peu, en tout cas, encore de standards. Beaucoup d'acteurs sont forcément en silo, ont des modèles d'attribution qui leur sont propres. Et l'idée, c'est que si on veut que le marché puisse continuer à accélérer, c'est de travailler sur des standards et sur plus d'uniformisation. Autre point aussi sur la mesure, on est sur un écosystème qui fait appel à la fois de la donnée média, mais à la fois aussi à la donnée de distributeurs. Et ce qui se rend compte également sur les métriques et sur la façon dont on a d'appréhender le sujet. Donc c'est pour ça que ce groupe de travail-là va aussi permettre de donner les clés, plus d'éclaircissement sur comment mieux opérer le sujet du retail média sous le prisme de la mesure. Et ça sera l'idée par Florence Bréban de chez Datagram. Et le dernier point, comme le disait Tanguy, on a vu que le live shopping était plus qu'une tendance de fond, c'est un vrai sujet d'accélération. Donc c'est un phénomène qui est arrivé en Chine depuis 2013 et qui est en France depuis fin 2020. Et on a des acteurs comme Fnac Darty qui ont fortement accéléré sur ce sujet. Et donc on est convaincu que c'est une évolution un petit peu du canal e-commerce, tout simplement parce qu'il permet aussi d'avoir une communication bidirectionnelle entre les marques et les consommateurs. Et on a pu aussi constater depuis les premiers retours qu'on a eu sur les taux de conversion, qu'on est sur des taux de conversion qui sont 2 à 3 fois plus élevés que du e-commerce classique. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur le sujet, que ce soit les retailers, des technos ou des solutions de mesure. Donc on a décidé aussi d'en faire un groupe à part entière pour accompagner nos clients et les annonceurs à y voir plus clair sur ce sujet, sur cet écosystème qui est en pleine construction. Et donc ce groupe de travail sera l'idée par Hélène Rotureau de chez Showroom Privé Média. Voilà un petit peu pour les quelques mots d'introduction. On va maintenant laisser la place à Jérôme Bouteiller qui va animer les tables rondes et avec les différents intervenants.
Bonjour à toutes et à tous, on va passer sur cette seconde session avec Thomas Cook, Alexandra Suire et Vincent César. Bonjour à tous les trois, installez-vous, prenez un petit micro, donc c'est un format table ronde. On va parler de e-retail média et de l'enjeu croissant sur la plateformisation et la data, mais avant ça on va peut-être commencer par se présenter. Thomas, bonjour, vous êtes... directeur de VPA des CEO d'Adot. On donnera la parole à Alexandra qui est sur votre gauche juste après. Thomas, oui, donc directeur VPA des CEO d'Adot, double casquette. Est-ce qu'on peut présenter en quelques mots, en quelques chiffres, ces deux activités? Bonjour à tous. VPA est la régie du groupe VP et après toutes les activités de monétisation du trafic et de la data. Alors VP, on rappelle, c'est vente privée, hein. VP, il y a eu un rebranding il y a quelques années, mais qui n'est pas forcément connu de tous. Rebranding international de la marque vente privée il y a maintenant 5 ans. Et donc VPAD est la régie publicitaire et Adot le bras armé de VPAD au niveau de son extension d'audience et un trading desk programmatique. Et deux sociétés représentent à peu près 200 personnes qui s'activent pour offrir aux marques les meilleurs services, les meilleures solutions publicitaires et pour une marge brute cumulée d'un peu plus de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre chiffre en termes peut-être d'audience? En termes d'audience, VP se démarque aujourd'hui par sa puissance quotidienne avec un trafic logué de plus de 3 millions de visiteurs uniques. Ce qui en fait une offre de choix pour toute marque qui a besoin d'avoir une puissance instantanée via le support. Eh bien, on va parler dans un instant de Retail Media. Alexandra, bonjour. Bonjour. Alexandra Suire, directrice de Retail Link by Fnac Darty. Est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots cette activité et cette nouvelle filiale du groupe? En effet, comme le nom l'indique, by Fnac Darty, parce qu'on est la régie intégrée du groupe Fnac Darty. Donc pour le coup, à ce titre-là, on monétise l'ensemble des properties du groupe Fnac Darty. Donc ça passe bien évidemment par les sites e-commerce avec les 27 millions de visiteurs uniques par mois sur l'ensemble de nos supports et également un certain nombre de dispositifs in-store sur les 740 magasins français qu'on peut avoir aujourd'hui sur le territoire, donc avec de l'affichage, un parc d'écran DOH. Donc on est une équipe aujourd'hui de 30 personnes pour administrer à peu près 1500 campagnes par an. Voilà, sur l'ensemble de ces aspects, et on travaille aujourd'hui avec nos partenaires captifs, bien évidemment, des marques hors captives, et puis nos partenaires agences médias. Très bien. Et à votre gauche, Vincent César. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, directeur e-retail et commerce chez iProspect. Est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates cette agence? Alors, iProspect, historiquement agence digitale du groupe Dentsu, mais depuis le début de l'année... Groupe de communication japonais. Groupe de communication anglo-japonais, tout à fait. 250 personnes en France, experts du digital, mais depuis le début de l'année, réinvention du groupe Dentsu dans son ensemble, mais d'iProspect en particulier, avec la fusion entre Viseum, historiquement agence média plus classique et traditionnelle, et iProspect, pour former une nouvelle marque justement sur tous ces enjeux médias, avec un ADN tourné autour de l'intersection finalement et de comment est-ce qu'on arrive à articuler les différents assets, les différents médias et les différents outils de mesure pour tirer la performance maximale de nos campagnes médias. Alors vous n'êtes pas une régie, mais est-ce qu'on peut donner quelques chiffres? Vous accompagnez beaucoup de clients? Alors c'est plus de 150 clients en France, tout à fait. C'est plus de 20 millions de billings sur la partie retail média. C'est pas loin de 100 millions sur Google, sur Facebook. Donc c'est assez solide. Et c'est une équipe qui a fortement grossi ces dernières années, j'imagine, qui a accompagné le développement du marché. Ouais, tout à fait. Avec les switches qu'il y a pu avoir entre la partie traditionnelle et le online. On a en effet des effectifs qui ont pas mal grossi ces derniers temps, et pour les sujets qui nous concernent aujourd'hui aussi, puisque nous, l'équipe Retail Media a été multipliée par 2 sur les 12 derniers mois. Qui démontre le dynamisme du segment. Alors justement, on va en parler tous les trois. Le Retail Media, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui au sein de la Paris Retail Week. Est-ce qu'on peut parler de révolution dans la publicité digitale, de quatrième pilier du secteur, après le search, le social, le display, ou finalement on n'est pas tout simplement dans la continuité de ce que connaissent les commerçants depuis des décennies, qui est le trade marketing? Thomas?
révolution, je sais pas, mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience de la part des annonceurs et des agences que les environnements de retail, et notamment de e-retail, aujourd'hui offrent des possibilités que le média classique n'offrait pas ou n'offre plus dans l'évolution contextuelle qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit par rapport à la data ou que ce soit par rapport aux environnements que mettent à disposition les retailers. Donc, c'est plus une prise de conscience. Prise de conscience, en tout cas, de l'opportunité que représente une communication au sein d'un environnement où en fait on s'aperçoit qu'on a une cible 100% captive à la communication, pour certains acteurs logués, et encore une fois dans un environnement propre et dédié au commerce, à l'achat, et dénoué de tout impact éditorial qui pourrait d'une certaine manière déstabiliser le message de la marque. Donc ça ne s'oppose pas pour moi aux médias. Je pense que je ne sais pas si ça sera un nouveau pilier parce que au sein du retail media, il y a aussi bien du display que du search qui sont en tant que tels des de la pub digitale en France. En tout cas, c'est la nomenclature qu'on utilise. Mais en tout cas, ça devient pour moi une activité à part entière, aussi bien dans l'univers de la pub, mais également côté retailer. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez plus un acteur du retail dans le monde qui n'a pas quasiment un triptyque de rémunération basé sur le transactionnel, la marketplace et la monétisation. Chez VP, le lancement de ces activités médias, il est déjà assez ancien. Hein. C'était évident pour vous de développer cette monétisation par la publicité ? En fait, c'était évident par le prisme du fait que nous sommes avant tout une société B2B. Notre objectif, notre but, c'est d'offrir le meilleur service à nos marques. Et pour offrir le meilleur service, nos marques avaient besoin de toucher notre audience pour déstocker. C'est notre métier d'origine. On vient de là et c'est ce qu'on continue à faire. C'est ce qui fait notre succès. Mais les marques nous ont aussi demandé de pouvoir toucher les membres qui voulaient peut-être découvrir autre chose de la marque que le déstockage. Donc c'était tout à fait naturel. Et pour répondre précisément à la question, les deux activités, que ce soit Adot ou que ce soit VP Ad, ont plus de 5 ans. Alexandra, le groupe Fnac Darty fait du trade marketing depuis des décennies. J'imagine que pour vous, le retail média, ça s'inscrit dans la continuité de cette activité. C'est pas forcément la révolution qu'on évoque parfois. Non, en effet, ouais, il y a une. Je parlerai pas de révolution, je parlerai de renouveau. Pour le coup, c'est une autre manière de penser des mécaniques qui étaient déjà des mécaniques existantes, des mécaniques qui étaient portées sur l'accélération business. Et ça, ce besoin, entre guillemets, pour les marques d'accélérer leur business, d'avoir un impact, de booster leur vente, il est très, très ancien et je pense qu'il va perdurer pendant un certain temps. Donc, il y a vraiment eu une prise de conscience à un moment donné, je pense, due aussi par des expertises. Ça a été très souvent chez les retailers, des experts médias qui venaient de régies traditionnelles ou d'agences qui sont arrivés chez les retailers et qui ont ramené aussi une vision différente du média, qui a permis au retail média de grandir, d'amener le meilleur de ce qui se faisait dans le média au sein du retail, avec plus de mesures, on parlait de data, bien évidemment, de capacité de ciblage. Et tous ces éléments-là ont amené un renouveau de ce qui se faisait déjà historiquement dans le cadre du trade marketing, en gardant des concepts, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui ont toujours attrait lieu à exister. Je pense notamment à la PLV, qui est un dernier point de contact qui est très intéressant sur le in-store, mais qui avait besoin d'être enrichi. Ça vous avez un peu digitalisé la PLV, digitalisé la tête de gondole. Et amener des métriques, parce que je pense que ce qui était aussi fortement attendu et qui n'existait pas à l'époque sur en tout cas, un renouveau qui s'est accompagné d'un lancement de marque. Hein. Retailing, oui. C'est la marque Retail Media du groupe. C'était quand même la preuve qu'il y avait une rupture. Ben, c'était pour nous aussi un signal fort qu'on voulait adresser sur l'ensemble du marché. Avec une identification, on avait besoin aussi d'avoir une identification plus forte de nos activités de retail média, et donc c'est passé par la création de Retail Link, qui pour le coup incarne l'ensemble, parce qu'on a eu un parti pris fort aussi, pas forcément le cas aujourd'hui de tous les retailers, mais qui a été de regrouper l'ensemble de nos activités et de trade marketing et de régie, on va dire, plus traditionnelle. Au sein de Retail Link. Vincent, même question, révolution ou simple évolution de métier finalement bien connu des retailers depuis longtemps? En tout cas, pour ceux qui avaient une activité offline.
Alors, tu parlais tout à l'heure de 4e pilier. Je pense en effet que aujourd'hui, le commerce et le e-retail, du coup, irriguent plutôt un petit peu les 3 piliers déjà existants. Oui, c'est on le retrouve un petit peu partout finalement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau terrain de jeu pour les agences, pour les marques, pour les retailers. Un terrain de jeu aussi un peu plus complexe parce que c'est du média, mais c'est aussi du retail. Donc, il faut aussi prendre en compte toute cette dimension-là et on peut pas le piloter que sur des notions de visibilité, de ROI, mais on a aussi besoin de prendre en compte des métriques de rupture, de stock, etc., etc. Donc, nouveau terrain de jeu plus complexe et plein de choses à écrire avec tout ça. Eh bien, alors on va en parler concrètement. Thomas, on parle d'un nouveau terrain de jeu. Qu'est-ce qui change avec le retail media? Est-ce que les formats sont différents? Les inventaires, évidemment, ils sont un petit peu différents. Les utilisateurs sont différents. Les données, les insights. Pour vous, à quel niveau se situe la rupture? Alors, je pense que le point de départ, c'est la structure des audiences des retailers. Je représente un acteur qui a une structure d'audience assez singulière et qui va largement impacter la typologie des formats que l'on va proposer. La structure d'audience d'un site comme VP aujourd'hui est à 95-99% logué. Ça veut dire que c'est de l'accès direct et ça veut dire par opposition il n'y a pas d'indexation dans Google, donc de référencement. Lorsque vous rentrez par une seule porte, une seule page sur un site internet, vous n'avez pas les mêmes formats publicitaires que lorsque vous avez une structure d'audience avec 50-60% de SEO comme la grande majorité des acteurs du retail. En conséquence de quoi, ces acteurs vont développer des formats qui sont basés sur la demande incarnée par le search et non pas sur l'offre qui vont plutôt être des formats plus événementiels, plus branding. Donc ça, c'est propre à VP, hein, évidemment. Alors voilà, c'est pour ça que je souligne, je pense qu'on est plutôt à part par rapport à ça, mais par contre, c'est clair que ça ouvre des perspectives aussi pour sur ce genre de modèle, parce que par contre, on n'est pas les seuls à faire des formats publicitaires sur des environnements logués, le font aussi, et donc on est à mi-chemin sur des offres, et tu disais très bien, qui se mélangent entre le branding, la performance, donc entre le branding et le trade marketing. Et donc là, nous, ce qui a été important pour nous, c'était d'offrir des formats innovants, créatifs, pour justement rebondir sur la différenciation de nos environnements, la différenciation de nos offres. Donc, je le répète, environnement, brand safety, on entend souvent ce mot, mais aujourd'hui, pour un annonceur, c'est particulièrement important de pouvoir communiquer dans un environnement qu'il maîtrise parfaitement en amont. Il maîtrise très bien les environnements e-retail, que ce soit VP, mais d'autres, et donc d'offrir des formats qui vont lui offrir des résultats sur le branding, des résultats sur la performance, et évidemment avec tous les analytics qui vont bien, qui sont principalement issus, et l'autre spécificité, de la nature de l'audience qui est loguée. Une fois qu'on part de ce principe de l'audience loguée, le champ des possibles est extraordinaire, parce que post-opération, vous pouvez travailler avec les insights, donc offrir aux partenaires une idée sur l'impact de sa campagne, et lui offrir, et ça c'est l'avantage d'avoir un trading desk, la possibilité de suivre les intentionnistes captifs ou ultra captifs de trading desk avec l'extension. On va en parler, mais juste pour revenir, donc il y a un contexte évidemment avec une population qui est en phase d'achat et qui est à l'écoute des opportunités, et puis une connaissance du consommateur, donc grâce à de la data, qui vous permet d'avoir un niveau de granularité que les médias traditionnels n'avaient probablement pas. Oui, de facto, parce qu'encore une fois, notre structure nous permet d'avoir une meilleure connaissance, de mieux cibler. Alors, on a un contextuel qui est global, qui après peut être hyper fort si on va sur des thématiques. Hein. Encore une fois, je ne veux pas opposer aux médias, parce que le média va offrir aussi du contextuel extrêmement performant, notamment thématique. Puis on verra qu'avec l'évolution des coûts, il y aura certainement dans le futur un renouveau du contextuel sémantique au niveau du média pour répondre à certaines problématiques que l'on connaît, dont on parlera peut-être. Donc voilà, mais oui, le contexte est favorable aujourd'hui pour bénéficier de cette data et targeter. Alexandra, pour vous, la supériorité du retail média, elle est liée à quoi? Au contexte, aux utilisateurs, aux données? Je reviens un petit peu sur ce qui a été dit, avec peut-être une perception, un enrichissement. Moi, je parlerais de data déterministe.
en opposition à de la data probabilistique. Ça fait partie des éléments pour moi qui sont assez structurants sur le marché du retail média et qui lui permettent aujourd'hui de proposer, on parlait tout à l'heure de mesures jusqu'à de la donnée référence, qui permettent aujourd'hui d'être en capacité de mesurer une exposition digitale sur un achat offline, qui permet aussi d'apporter des nouvelles dynamiques dans un marché média traditionnel avec de la mesure d'impact sur des campagnes télé, par exemple, qui sont mesurées sur l'écosystème retail in fine. Donc je trouve que cette data déterministe, la connaissance qu'on a de nos clients, chez Fnac Darty, c'est 36 millions de clients qui sont aujourd'hui clients de nos enseignes. Et si on prend des exemples concrets, vous êtes capable de savoir si j'ai besoin d'un ordinateur ou pas, quelle marque j'ai acheté récemment. On a une granularité qui était jusqu'à présent inconnue, peut-être de la presse informatique ou de grands médias généralistes. Oui, c'est ça, oui. Enfin, et je vais dire même plus largement que ça, sur les dominantes produits aujourd'hui qu'on peut commercialiser, ça va jusqu'à l'âge de vos enfants en fonction des jouets que vous achetez, vos centres d'intérêt par rapport aux livres que vous lisez ou aux spectacles que vous pouvez consommer. Donc c'est très riche et ça permet de dresser une cartographie, un profil aujourd'hui de nos consommateurs qui est très important et très profond. Voilà, Thomas voulait pas s'opposer aux médias, mais c'est quand même une data rare sur le marché. C'est pas de l'opposition. La plupart des l'opposition. médias généralistes n'ont pas forcément. Je suis d'accord avec Thomas, c'est pas forcément de l'opposition, c'est de l'enrichissement qui permet d'autres facettes d'activation. Pour le coup, et je rajouterais aussi que cette data déterministe, pour moi, elle nous a permis aussi de remettre le client au centre d'une démarche qui était par moments un peu souvent oubliée. On a très souvent, enfin moi je me fais du média depuis très longtemps et très souvent entendu, et je pense que tout le monde l'a utilisé une fois dans sa vie, le bon message au bon moment, etc. Enfin, exactement cette fameuse phrase, je pense qu'elle est réellement aujourd'hui vraie, notamment par cette data déterministe dans l'univers retail média. Vincent, ça serait cette data déterministe, cette data sur les achats qu'on a pu réaliser ou qu'on compte réaliser qui ferait vraiment la différence ? Ouais, pour moi, la différence serait principalement sur la data. D'un côté, la data d'activation, de l'autre, la data de reporting. En activation, clairement, je vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais il y a un vrai enrichissement, il y a des informations auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à présent, dans des écosystèmes qui sont vraiment orientés business pour les marques. Donc ça, c'est un vrai atout et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de passer de l'audience planning qu'on a connu depuis 5 ans à du commerce ou du shopper planning et donc d'aller se rapprocher encore un peu plus finalement de l'acte d'achat et du business pour les marques. Et donc de l'autre côté, sur la partie reporting cette fois-ci, et je pense d'ailleurs que c'est aujourd'hui une des facettes qui est peut-être sous-exploitée par les marques notamment, d'avoir accès à une granularité de données qui est juste incroyable, de pouvoir identifier des signaux avant vente et de positionner des produits à ce moment-là. Donc là il y a beaucoup de choses à faire. Des exemples d'annonceurs qui ont eu recours à vos services. Thomas, est-ce qu'on pourrait citer des campagnes récentes avec des marques, j'imagine captives ou non captives, qui ont eu recours à vos services et qui ont exploité cette data justement pour mieux connaître et mieux cibler leurs consommateurs ? Alors par essence, elles l'exploitent toutes, parce qu'on leur met tout à disposition, un environnement qui prend en compte la data pour améliorer la pertinence de leur exposition. Et on travaille avec 2000 marques, donc en termes de les dernières innovations ont été avec Dyson et notamment le lancement du Live Shopping. On a la chance de travailler très bien avec le groupe L'Oréal qui nous fait confiance dorénavant sur l'intégralité de sa gamme. On travaille avec le secteur auto qui en ce moment prend beaucoup la parole sur évidemment l'évolution de ces formats hybrides et électriques. Et voilà, on a la chance de travailler avec un grand nombre de secteurs, évidemment avec des secteurs ultra captifs et prioritaires du groupe que sont la fashion. Donc non, je vais pas trop citer de marque parce que sinon j'en oublierais, mais voilà, non, on travaille avec beaucoup de secteurs. Alexandra, même question. On imagine des marques plutôt captives pour Fnac Darty, mais pas que, et tout type de campagne ? Pas que, en effet. Donc, bien évidemment, tout le portefeuille de marques captives que sont nos fournisseurs, mais pas que, en effet. On travaille aussi avec des marques. Donc, on citait l'automobile, qui est aussi un client chez nous. Je pense notamment à la banque et assurance, par exemple, des gens comme Crédit Agricole, sur du crédit à la consommation ou du crédit immobilier. Donc, c'est assez riche et large.
Et vous évoquez la possibilité de faire du cross-selling. Donc, je sais pas, quand un enfant arrive, par exemple, ou quand on déménage, ça va intéresser une marque auto, une marque bancaire. Exactement, les moments de vie. Les fameux golden moments qu'on est en capacité d'identifier aujourd'hui par notamment cette data déterministe et par la typologie d'achats qui sont faits dans nos écosystèmes. Et en effet, c'est très structurant aujourd'hui dans toute la partie média planning pour déterminer des intentions d'achat sur une grande part de typologie de produits. Donc, c'est ce qu'on travaille avec eux. Vincent, on l'évoquait, c'est un nouveau terrain de jeu pour les agences et du coup, vous avez accès peut-être à des datas d'une plus grande précision pour ces moments de vie, ce qui permet de mieux cibler ces campagnes. Ouais, alors il y a d'autres acteurs bien connus de tout le monde ici, je pense, les GAFA notamment, qui ont accès aussi, et qui donnent accès à ce type de données-là. Donc c'est vrai que quand on remonte sur des activations un peu plus haut de funnel, un peu plus branding, on a toujours un peu de difficulté à positionner acteurs retail par rapport aux gros acteurs tech du marché et à la valeur ajoutée que peuvent apporter ces nouveaux médias-là. Mais oui, évidemment. C'est plein de nouvelles choses à tester. Alors, on est là pour parler aussi de plateformisation du retail média avec des inventaires, des données qui ont peut-être été longtemps accessibles sous des formats, on va dire, un peu traditionnels, mais qui sont en train de basculer dans des logiques un peu plus self-service. Chez VP, avec Adot, c'est un point important aussi, cette approche plateforme. Alors, l'approche plateforme est fondamentale. L'approche self-service l'est un petit peu moins. Non pas que c'est pas en soi un objectif en termes de process, en termes d'optimisation, mais aujourd'hui on souhaite se différencier aussi par l'accompagnement humain et la créativité. Et donc en fait, on ne veut pas perdre ce contact au quotidien avec les agences, avec les marques, parce qu'il est fondamental. C'est ce qui nous différencie aussi, et c'est ce qui est le plus cohérent par rapport à notre structure d'audience. Je le rappelle, on fait à peu près 3-4 000 campagnes par an, avec des tickets moyens assez élevés, et notre valeur ajoutée aujourd'hui, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement créatif, comment je prends la parole. Donc chaque prise de parole est accompagnée avec un studio. Chaque prise de parole est accompagnée avec un retour sur les insights, sur la data. Et à partir de ce moment-là, on est cohérent avec notre audience, notre promesse, qui est aussi se différencier sur le tout puissance. Et sous certains aspects, on peut pas concurrencer. On cherche pas à concurrencer, même d'ailleurs, des GAFA en tant que tels sur la puissance. Par contre, on se différencie par cette créativité, cette qualité de service, et c'est aussi parce que on a une structure d'audience, et j'y reviens souvent parce que elle conditionne beaucoup de choses chez nous. On a une structure d'audience, par exemple, qui n'est pas basée sur le search ou la long tail. Donc le self-servicing, lorsque vous n'avez pas le long tail, a moins d'intérêt que lorsque vous avez des tickets moyens de 30, 40, 50 000 euros minimum pour prendre la parole, où là vous pouvez investir sur l'accompagnement humain. Et on y croit beaucoup à cet accompagnement humain. Ouais, vous n'allez pas chercher le petit annonceur, donc le self-service se justifie peut-être pas. C'est pas que je n'en veux pas du petit annonceur, c'est que ma structure d'audience, encore une fois, me permet pas forcément de l'adresser, c'est pas forcément pertinent, et on veut continuer à mettre au cœur de notre promesse l'humain et la créativité. Alexandra, si je dis pas de bêtises, vous venez de lancer une nouvelle plateforme. C'est ça. Proposant précisément. Je ne vais pas dire que c'est pas un sujet d'actualité, parce que c'est le mien en tout cas. À croire que vous avez fait exprès juste avant d'arriver à cette table ronde. Presque. À quelques jours près. C'est quoi la philosophie de cette plateforme? Alors la philosophie de cette plateforme, donc c'est une plateforme unique. Tout à l'heure, on parlait d'insights, et donc nous on a associé dans cette plateforme une partie partage de données insight et toute la brique activation en self-service, média digital self-service. Donc c'est une plateforme aujourd'hui qui se veut complète, justement parce que, comme le disait Vincent, on a vraiment, en questionnant aussi nos partenaires, analysé le besoin. Et le besoin, alors très clairement, il y en a 7 sur 10 aujourd'hui quand on les a interrogés courant d'année 2020, il y en a 7 sur 10 qui demandent une plateformisation de l'offre retail média. Mais il y en a aussi 8 sur 10 qui ont besoin d'avoir plus d'insight pour mieux comprendre le business, mieux l'analyser et donc être plus efficaces dans les stratégies qu'ils doivent mettre en place derrière en fonction de ces apprentissages.
Et donc c'est vraiment ce qu'on a voulu adresser avec ce sujet et cette plateforme aujourd'hui My Retail Link, c'est du même outil de pouvoir leur proposer justement d'analyser leurs données de vente. Donc on est sur du vente, du stock, du parcours client, de la donnée client bien évidemment, d'analyser, de comprendre et de pouvoir mettre en place, d'activer des stratégies qui vont répondre à des problématiques de surperformance ou de pain points qui ont pu être détectés. Le besoin de self-service, c'est pour la partie activation ou la partie insight ou pour les deux? Alors c'est pas du self-service en tant que tel sur la partie activation, sur la partie insight, pardon, dans le sens où sur la partie insight, en fait, on va vous mettre à disposition de la donnée. Donc c'est vraiment de la visualisation, dashboarding entre guillemets, de l'information qui était plus ou moins aujourd'hui disponible pour les marques en fonction des accords qu'elles pouvaient avoir. Elles sont plus autonomes désormais pour accéder à ces informations. Bien sûr, et surtout parce que en fait, on parle très souvent de volume de data mise à disposition. Je suis très clairement d'accord sur le fait que la puissance de la data est importante, mais c'est la capacité à la lire, à l'analyser qui pour moi est primordiale. On peut avoir une data énorme sur une base de, comme chez nous, 36 millions de clients. Si derrière cette data, elle n'est pas facilement analysable par le partenaire et qu'il ne peut pas en tirer des enseignements pour activer, je pense qu'au final, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et après, là où je rejoins aussi quand même le propos, je pense on a certes une brique de self-service activation sur la plateforme. Pour autant, on continue et on va continuer à adresser une proposition de manage et de co-manage sur l'ensemble de nos offres parce que tout le monde n'est pas structuré aujourd'hui de la même manière. Tout le monde n'a pas à disposition des traders ou des data analystes pour pouvoir... Et c'est une plateforme qui s'adresse aux agences ou directement aux marques? Aux deux, en effet, à l'ensemble de nos partenaires, aux marques captives, aux marques hors captives également pour travailler sur notre segmentation d'audience et également à leurs partenaires agences. Vincent, cette plateformisation, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les agences? Est-ce qu'il y a un risque qu'en simplifiant les outils, certaines marques les internalisent? Alors nous, on dit merci aux plateformes, on aime bien. Je suis bien d'accord, je pense pas qu'il y ait de réel risque pour les agences. On suit ça avec attention, ce mouvement qui a été amorcé depuis 18 mois maintenant avec ces discounts, Criteo, puis My Retail Link. Donc non, évidemment, nous on est très contents. Ça répond à un besoin de transparence parce que on a les outils de paramétrage de campagne, donc on voit clairement ce qui a été paramétré, ce qui a été ciblé, la performance de chacun de ces items de campagne. Et nous, en tant qu'agence, c'est une valeur ajoutée de toute façon qu'on apporte. Ce trading média qu'on a eu l'habitude de faire et de refaire, c'est ce qu'on apporte aujourd'hui aux marques, donc c'est absolument pas un risque, c'est plutôt une opportunité pour nous. Et il n'y a pas quand même la volonté des marques peut-être de mieux connaître leur consommateur final et donc d'aller directement sur ces plateformes, ne serait-ce que pour les insights justement qu'on évoquait? La partie insight, je la mets du coup en effet un petit peu de côté. À nous de bien structurer nos offres, d'apporter les bonnes ressources aussi aux marques pour traiter cette donnée-là. Il est évident que on peut pas se substituer 100% aux marques là-dessus. Elles ont besoin d'avoir la main sur ces données. Maintenant, on peut mettre à disposition des ressources de data analystes, de data scientists pour justement extraire tout ça, le faire parler et derrière qu'on puisse être encore plus efficace sur le paramétrage de nos campagnes. Très bien. Alors on le voit, la force des data des retailers qui aujourd'hui est disponible sur leurs inventaires, sur leur plateforme. On peut aussi retrouver une partie de ces data sur d'autres plateformes publicitaires. Thomas, c'est quoi votre vision, votre stratégie en matière de data? Est-ce qu'on peut croiser les données transactionnelles de votre plateforme en l'activant sur des médias tiers? Alors c'est possible, mais par dot, exclusivement. Donc ça c'est le principe. Aujourd'hui on croit beaucoup à l'extension d'audience. C'est un vrai service qu'on offre aujourd'hui au marché, aux agences, aux marques. Il y a la possibilité d'avoir accès à la data shopper de VP pour toucher ces mêmes clients sur l'open web et les environnements. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur la discussion qu'on avait en amont sur la qualité de la data disponible chez les retailers. Pour moi, elle est tout à fait complémentaire d'autres sources de data.
Adot aujourd'hui, qui est notre DMP d'une certaine manière, hein, donc la plateforme qui va gérer notre data pour pouvoir après toucher en temps réel des consommateurs sur l'open web. On agrège à la data de VP d'autres sources de data. Il y a pas on va retrouver de la data par exemple du groupe Carrefour qui est très intéressante pour nous. Oui, ça complète un peu avec une donnée alimentaire que vous n'avez pas forcément. Ça complète parce que déjà il faut être humble. C'est pas parce que on a 10, 20, 30, 40, 50 millions de visiteurs, enfin on a tous des gros chiffres. La vérité c'est que qu'est-ce qu'on fait de cette data, et quand on va chercher une cible bien précise, plus on veut être performant, plus on veut rentrer précisément dans ce moment de vie ou dans cette typologie de personnes très précises, on s'aperçoit tous que de temps en temps c'est bien d'avoir aussi d'autres types d'informations et qu'on peut aller très loin en faisant des partenariats avec des sources de data. Donc on le fait et on le fait aussi bien avec des concurrents que avec des médias par exemple. Encore une fois où on souhaite pas s'opposer parce que il y a des médias qui vont nous offrir de la data très intéressante. Je pense dans l'exemple du foot par exemple, dans le luxe, avec des secteurs avec lesquels on travaille avec des étendards médias et donc voilà, donc notre stratégie c'est notre data exclusive chez Adot qui va fédérer d'autres types de data pour la proposer une activité DSP la plus performante et offrir vraiment là pour le coup une qualité de service aux agences avec lesquelles on travaille très très bien au quotidien et évidemment également les annonceurs. Du coup les GAFA ils n'ont pas votre data? Les GAFA alors que je sache ils l'ont pas. Voilà, encore une fois, enfin que ce soit les GAFA ou d'autres, non, on essaye de garantir à nos marques et surtout à nos partenaires que lorsqu'ils viennent investir chez nous, ils touchent une data en soi exclusive. En tout cas, l'agrégat de notre offre, l'agrégat des datas que l'on propose sur le marché et la qualité du service associé est pour nous exclusif. Alexandra, même question. La data Fnac Darty, cette data transactionnelle, cette data qui a tant de valeur, est-ce qu'on peut la retrouver sur d'autres plateformes publicitaires? Alors non, on peut pas la retrouver aujourd'hui sur d'autres plateformes publicitaires et comme VP, on croit beaucoup nous également à l'extension d'audience, mais également activable via retailing. Via retailing, exactement, parce que pour le coup, il y a un intérêt à aller réexposer ces cibles dans le cadre d'un parcours. Moi, je pense que ce qui est sûr en tout cas, c'est que la data et la data retail, elle doit pas devenir une commodité. On doit pouvoir conserver aujourd'hui une vision sur sa data et sur l'exposition de sa data, aussi sur les différents points de contact. Il s'est passé, moi j'ai travaillé aussi sur la partie presse pendant longtemps, dans le média presse, très rapidement en fait, il y a eu une dissolution un petit peu des partenaires qui commercialisaient les différents leviers médias formats entre guillemets dans l'univers de la presse, et cette désintermédiation a très souvent déstructuré un petit peu la valeur de ces médias en question, et donc pour moi c'est important qu'on refasse pas les mêmes erreurs sur la partie retail média. Et aussi en s'appuyant sur le concept, le principe des points de contact. Je pense qu'il y a une logique dans le retail média, surtout quand on est un acteur omnicanal comme Fnac Darty, de pouvoir proposer des plans qui permettent de couvrir l'ensemble des points de contact en omnicanalité, et du coup ça n'aurait pas de sens que la data ou les formats se retrouvent chez plusieurs acteurs du marché. Très bien, Vincent, activer la data retail media, ça se fait principalement via leur plateforme. Ça complique la donne, ou finalement c'est plus simple de pas avoir cette data qu'on retrouve un peu partout? Alors, par rapport à ce qu'on se disait juste avant sur la logique de plateformisation, on aimerait évidemment avoir toujours plus accès à ces données-là. Maintenant, ça reste aujourd'hui l'or noir des retailers, c'est tout à fait logique qu'ils gardent la main dessus. On arrive quand même à l'activer sur d'autres plateformes. C'est logique, mais des médias traditionnels ont peut-être pas forcément fait ces choix dans le passé, comme le disait Alexandra. Donc là, du coup, effectivement, ils ont gagné un peu en maturité par rapport à des médias traditionnels. Tout à fait. Je pense que tout le monde apprend de ce qui s'est passé, d'erreurs qu'on a pu vivre par le passé. Donc oui, évidemment. Cette volonté de garder la main part certainement de là.
Maintenant, comme j'allais le dire tout à l'heure, on a quand même aujourd'hui la capacité de l'activer sur d'autres plateformes, des plateformes sociales, des plateformes vidéo notamment, mais avec le retailer qui garde la main sur l'utilisation de cette data et sur son activation. Et du coup, le guichet unique, ça reste des grandes agences qui vont travailler avec un retailing, avec un Adot? Pas forcément. On a, enfin, je ne me prononcerai pas à la place de mes collègues, mais il y a une part du business aujourd'hui en direct qui est certainement non négligeable et il y a des acteurs qui sont aujourd'hui suffisamment matures pour internaliser ces expertises-là et les adresser directement avec les régies. Des DSP en Managed Services, c'est un métier qui ressemble un peu à ce que vous faites ou ça reste différent parce que c'est exclusif justement? Pour nous, c'est très différent. On a moins la main, on peut pas optimiser comme on a envie d'optimiser, on peut pas rajouter de surcouche techno comme on peut le faire sur d'autres. Donc c'est différent. C'est pas forcément moins bien. Chacun a sa valeur ajoutée. Exactement. Avant de conclure cette table ronde, juste un petit mot sur le dynamisme des acteurs français du retail et du retail média, parce que finalement on a quand même deux belles boîtes françaises, puis on a une demi-douzaine d'autres qui font du très bon travail en matière de retail média. Il y a une question qui se pose avec des GAFA qui sont ultra dominants dans la sphère publicitaire. Est-ce qu'avec le retail média, on a la chance de reconstituer un écosystème français ou européen souverain? Thomas? Est-ce qu'il ne faut pas plus de coopération entre acteurs français et européens? Comment te dire? C'est notre question début de campagne présidentielle. Ouais, c'est ça. On a déjà brièvement parlé. Tu connais mon point de vue. Premièrement, je ne crois pas aux initiatives contre les GAFA. Voilà, je trouve ça, je suis ni pour ni contre. Ils existent, c'est un fait. On les a peut-être laissés prospérer par le fait de soit ne pas mettre de barrières au niveau de l'État, mais là je suis pas la bonne personne pour répondre et je sais pas si j'ai envie d'être dans un pays où l'État met ce genre de barrières. Et deuxièmement, la meilleure réponse pour moi c'est le produit. Tu parlais d'actualité en ce moment. On voit qu'il y a d'autres secteurs où la French Tech, les acteurs français sont capables d'exceller et d'être en compétition frontale avec les GAFA. Et je crois que le seul sujet qui doit nous apporter, c'est de faire un bon produit pour les marques si l'État doit intervenir, qu'il intervienne pour peut-être réguler des sujets à la marge, mais bon. À la marge, je sais pas, mais par exemple la fiscalité est quelque chose qui a pu nous retailers en France beaucoup nous toucher collectivement parce que on pensait qu'on luttait pas avec les mêmes armes. Donc là, mais ça c'est pas à nous de donner la réponse et même une coalition autour d'initiatives, je sais pas si ça aurait été la réponse. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je suis pas la bonne personne pour parler de ça, mais ma conviction personnelle, c'est qu'il y a des sociétés françaises qui ont avant tout misé sur leurs produits avant d'essayer de s'associer avec d'autres pour être contre les GAFA, quoi. Alexandra? Ouais, c'est merci. Merci. Moi, c'est aussi des partenaires. Hein. Il faut pas oublier. Alors, je vais mettre Amazon de côté dans les GAFA, mais Google, Facebook, Apple, c'est des fournisseurs. Donc, ce sont aussi mes partenaires avec lesquels je vais faire des campagnes d'activation et qui vont utiliser les services de retailing. Donc, un climat de coopétition. Voilà, comme on dit, donc entre guillemets, ouais. Donc ça fait en effet un jeu un peu complexe à plusieurs bandes. Tout à l'heure, on parlait avec Vincent du fait qu'on soit challengé, et ce qui est normal sur la partie média, bien évidemment, qu'on est challengé face au GAFA sur notre réponse et sur la valeur ajoutée qu'on peut proposer. Moi, je pense qu'elle est quand même, cette valeur ajoutée, elle existe aujourd'hui. On l'a pas mal décrite juste avant sur la partie data, sur nos capacités de mesure et également, moi, je rajouterais sur le sujet de l'omnicanalité et des ADN de marque, notamment en ce moment avec toute la mouvance du consommé français qui, je pense, fait aussi écho aux attentes d'un certain nombre de marques partenaires. Vincent, en tout cas, vous faites partie d'une agence internationale. Il se passe quelque chose en France autour du retail média, autour du retail, qui est quelque chose quand même qu'il faut souligner. Ouais, clairement. Bon, déjà, n'oublions pas que dans GAFA, il y a en effet Amazon, qui est quand même au cœur de ce qu'on se raconte depuis le début de la table ronde. Donc,
je mettrai pas les différents acteurs en opposition à ce niveau-là. Je pense que cette particularité, elle vient aussi du modèle de distribution français qui a été fragmenté historiquement, et c'est une particularité aujourd'hui de notre marché par rapport à nos petits voisins européens et par rapport aussi aux US. Et aujourd'hui, dans l'univers du e-retail média, on en tire profit aujourd'hui avec tout ce dynamisme en effet autour des acteurs locaux. C'est hyper plaisant en tout cas sur notre marché à suivre, parce que c'est toujours mieux de travailler. Dynamique. On va terminer par un hashtag de conclusion. Thomas, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir. Ça serait quoi ce hashtag de conclusion? Je sens que je vous prends à froid là. Pour gagner un petit peu de temps. Moi, je vais quitte à être dans l'actualité, ça va être hashtag MyRetailLink, vu que c'est notre sujet du moment. Votre nouvelle plateforme, et on invite évidemment tous les annonceurs, toutes les marques à la tester dès cet après-midi. Évidemment. Un hashtag de conclusion, ce serait quoi? Hashtag harmonisation, pour moi. On essaye d'harmoniser un petit peu notre jargon, les différents formats qu'on peut utiliser, les méthodes de mesure si possible. On va en parler juste sur la table ronde juste après. Voilà, on sait que la Mobile Marketing Association et son groupe de travail travaillent sur ces questions. C'était pas du tout travaillé, mais rebond parfait avec la prochaine du coup. Très bien, Thomas, du coup? Ouais, je vais rester sur la créativité du coup, parce que c'est un facteur de différenciation et je crois que ça fait du bien d'avoir un peu de créativité au quotidien. Très bien, on invite aussi tout le monde à se rendre sur Vente Privée, VP ou sur Adot pour la partie B2B publicitaire. Merci en tout cas à tous les trois pour ces témoignages. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Et on va enchaîner avec notre deuxième table ronde. Merci à tous les trois, consacrée aux opportunités de mesure pour les industriels. Bonjour Dali, bonjour. Installe-toi. Bonjour Thibaut, installe-toi. Et Maxence qui était là. Bonjour Maxence, bonjour à tous les trois. Merci d'être sur ce plateau de la Paris Retail Week, donc pour cette deuxième table ronde avec un format audio. Donc on s'entend difficilement, mais les gens qui nous sont dans la salle nous entendent évidemment avec leur smartphone et leurs oreillettes. On va parler donc d'opportunités de mesure pour le retail média, et on va commencer peut-être par un premier tour de présentation. Thibaut, cofondateur et COO de Numberly, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots, en quelques dates, en quelques chiffres, ce grand groupe français du marketing digital? Grand groupe, faut pas exagérer. Donc Numberly, c'est l'ancien Mille Merci. On a 21 ans et on est 600 aujourd'hui, coté en bourse et passionné plus que jamais par le data marketing. Indépendant. Et indépendant, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre chiffre sur l'activité du groupe? Eh ben, on peut dire 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent dans 53 pays l'année dernière, et une passion pour le CRM et le média. Donc le retail média est exactement au milieu. Et on va en parler dans un instant. À votre gauche, Dali, qui n'a même pas le temps de boire de l'eau. Dali Benaya, bonjour. Fondateur et CEO de Datagram.io. Comment est-ce qu'on peut présenter cette société de retail intelligence, je crois? Yes, tout à fait. Donc je m'appelle Dali Benalea, donc je suis le fondateur et CEO de Datagram. Donc datagram.ai et non pas .io. Je me suis trompé sur l'extension, désolé. Artificial Intelligence. Donc nous chez Datagram, en fait, on a une plateforme d'e-commerce analytics qui va permettre aux marques, donc aux industriels, de piloter leur stratégie e-commerce. En fait, on a fait un constat chez Datagram, c'est que dans le e-commerce, il y a un énorme manque à gagner pour les marques. Quand on regarde tous les produits qui sont en rupture de stock, les assortiments qui ne sont pas respectés, les campagnes e-retail média ou promo qui ont des performances assez relatives. Et donc, nous, en fait, notre réponse par rapport à ça, ça a été de mettre en place une plateforme technologique qui va consolider ces millions de données granulaires, les données des marques, les données des distributeurs, pour les transformer en dashboards, en fait, qui vont être personnalisés par métier, et ensuite aussi proposer des plans d'action pour passer des insights aux actions et donc générer des euros, qui est un peu l'objectif principal. Et donc, pour vous donner quelques chiffres sur Datagram,
les marques qui utilisent notre solution aujourd'hui réalisent entre 5 à 20% de ventes additionnelles. Et on est présent sur une trentaine de pays aujourd'hui dans le monde. On pour une société qui est relativement récente, hein, qui a quoi, 3 ans? Alors oui, on a été créé en 2018. Donc en juillet 2018, donc on est assez jeune. Donc 30 pays en 3 ans, c'est plutôt bien. 30 pays en 3 ans, c'est plutôt pas mal. Et puis on accompagne 150 marques aujourd'hui dans le e-commerce. Très bien. Et à votre gauche, Maxence Bataille. Bonjour Maxence. Bonjour Jérôme. Qui est commercial grand compte chez Retency. Présentez-nous un petit peu cette société spécialisée dans l'anonymisation. Exactement. Alors Retency, on est une équipe principalement composée d'ingénieurs. On opère depuis maintenant presque 5 ans, se présente comme un expert dans tout ce qui va être le traitement de la donnée personnelle. Et donc aujourd'hui, on opère sur différents use cases, notamment sur tout ce qui va être le drive to store. Et plus récemment, on a apporté notre procédé d'anonymisation de la donnée en SaaS pour donner la capacité à qui le souhaite de pouvoir comparer différentes bases de données pour lesquelles ils n'ont pas forcément les bons opt-in ou alors sur lesquels ils sont avec des opt-in en zone grise. Donc c'est vraiment une alternative au consentement. Et aujourd'hui, on travaille et on accompagne des agences médias, des marques, des annonceurs pour pouvoir justement étendre la portée de leurs données. Et dans le sujet du retail média, par exemple, aujourd'hui, on accompagne par exemple Canal+, pour pouvoir les aider dans leur nouvelle offre Connect+, à pouvoir justement comparer l'ensemble de leurs bases, opt-in et non opt-in, avec d'autres bases de données CRM. Eh bien, la question du reach et de la couverture sur les campagnes, dont on reparlera plusieurs fois au cours de cette table ronde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est la mesure du retail média, peut-être votre analyse de l'éclosion de ce secteur. Je posais la question tout à l'heure sur la première table ronde. Est-ce que c'est une révolution ou une simple évolution? Thibaut, vous, le retail média, c'est relativement nouveau au sein du groupe, parce que vous aviez commencé plutôt avec l'email marketing, mais comment vous voyez ce nouveau segment? On a commencé à 21 ans, mais c'est vrai que les premiers cas de collaboration marque-distributeur avec de la donnée, c'est entre Nestlé et Carrefour. On a eu un magnifique prix il y a 10 ans. Et pour moi, c'est une révolution parce que aucun d'entre nous ne serait ici si ça n'était pas une révolution. Donc, je crois que c'est important quand même de le rappeler et on verra après pourquoi c'est une révolution. Mais on peut développer dès maintenant. Hein, pourquoi c'est une révolution? Je pense que c'est une révolution parce qu'il y a un accès à une donnée qui est du jamais vu. Donc ça change. La marque n'avait pas, c'était opaque avant pour les marques. N'avait rien. Donc finalement, les marques rentrent enfin vraiment dans ce que le digital permet de faire. C'est-à-dire que le digital était une promesse pour les marques. Et puis là, maintenant, ça y est. Elle nous pose des questions aujourd'hui qu'on a eues avec Amazon, qui était notre premier client il y a 21 ans. Donc, on mesure un peu le gap et le délai qu'il faut rattraper pour les marques. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était les retailers qui avaient accès à ces données digitales et maintenant, c'est les marques, c'est ça? Le premier client de Numberly, il y a 21 ans, c'était Amazon, qui nous posait des questions qu'on nous pose les mêmes aujourd'hui, mais cette fois de la part de Nestlé, Procter, Unilever et les autres. Et donc, ça serait ça, la vraie rupture du retail média, c'est l'accès à une donnée auquel je pense que c'est une bombe et c'est pour ça que après 21 ans, je trouve qu'on vient de trouver depuis 5-6 ans, hein, on peut discuter sur la durée, mais un truc qui va nous emmener très longtemps. On a de quoi faire de belles tables rondes, Jérôme. Écoute, on va se revoir très souvent, tant mieux. Hein. Alors, en tout cas, il y a accès à des données publicitaires pour les marques. Il y a aussi accès à tout un tas d'autres types de données. Dali, on l'évoquait. On pourrait presque parler de retail media advertising et de retail media optimisation, avec tout un sujet aussi pour les marques d'être correctement présentes sur cette plateforme de vente. Tout à fait. En fait, on a un joli mix entre de la data shopper qui va être directement accessible aux marques qui vont pouvoir les activer. Et puis aussi, on est à quelques minutes de l'acte d'achat, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça crée des super conditions pour les annonceurs pour activer leurs produits, leurs marques. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la vraie différence du retail média par rapport à d'autres types de publicité en ligne. Et on peut aussi comparer, je pense, dans l'autre sens, le retail média avec le trade marketing, dans la mesure où c'est une forme d'évolution. Alors c'est une évolution très drastique. Hein. Il y a très très peu de points en commun aujourd'hui entre le retail média et le trade marketing, surtout en termes de performance, parce que c'est le mot performance en fait qui est réellement le point de
de distinction entre les deux. Et Thibaut évoquait un peu l'idée d'une boîte noire. Les marques avaient accès à très peu de données jusqu'à présent. Là, on peut dire qu'elles ont accès enfin à un big data de tout ce qui se passe online, et c'est vraiment une nouveauté pour elles. Alors, c'est clairement une nouveauté, parce que les distributeurs classiques ont toujours été, ils n'ont jamais été très très ouverts à l'idée de partager leurs data. Et donc aujourd'hui, la donnée, elle est utilisée pour de l'activation média. Donc ça crée un use case en fait win-win entre la marque et le distributeur. Il y a une forme d'animation commerciale des ventes en fait derrière. Donc forcément, ça crée une situation win-win où le distributeur finalement partage ses données. Et forcément, pour la marque, ça crée des opportunités d'activation, et deux aussi de la connaissance shopper, parce qu'on voit tout de suite quels sont les segments qui marchent le mieux, les keywords qui vont générer le plus de ventes, etc., etc. Donc ça renforce énormément la connaissance client côté marque. Et du coup, les marques doivent bien s'entourer, bien s'équiper pour gérer cet afflux de nouvelles données. Maxence, on disait tout à l'heure, Retency est né avec le Drive to Store il y a quelques années. Pivote aujourd'hui aussi sur ces métiers du retail média. C'est une révolution pour vous, ce qui est en train de se passer, notamment pour les marques? Alors pour nous, c'est une révolution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet de l'anonymisation, c'est quelque chose qu'on opérait en fait en managed services dans le cadre de toutes les mesures d'impact Drive to Store que l'on opérait pour le compte de nos clients. Et c'est une révolution, oui, dans le sens où aujourd'hui, en fait, on donne la capacité aux marques, aux annonceurs, aux plateformes qui le souhaitent de pouvoir elles-mêmes opérer en fait différentes analyses qui peuvent être des analyses qui vont les servir pour faire du média planning ou la mesure de performance. Aujourd'hui, les annonceurs, par exemple, ou les médias disposent de plein de données. Et en fait, on arrive à faire parler cette donnée tout en la protégeant vis-à-vis du tiers avec lequel cette donnée est partagée. Grâce à l'anonymisation? Exactement. Grâce au procédé d'anonymisation qu'a développé Retency il y a maintenant 5 ans, et effectivement qui est utilisé et reconnu, je crois, aujourd'hui sur le marché pour justement aider à pouvoir étendre la portée des données des retailers, annonceurs ou autres. Très bien. Alors, on va revenir donc dans le cœur du sujet, qui est la mesure du retail media. Mais avant ça, peut-être parler du modèle économique, du business model du retail media. Thibaut, concrètement, on vend quoi à qui en retail media? C'est de la pub, donc on vend des audiences, on vend des clics. Alors, d'abord, il y a beaucoup de business models différents, et je crois que cette effervescence, elle est importante aussi. Comme au début qu'on a connu du digital ou du data marketing, je pense qu'il y a foison de modèles, à la fois sur la partie média, mais aussi sur la partie insight et études, qui est très important quand même de pas oublier ici. Alors c'est vrai que moi je vois beaucoup de modèles en fonction du volume d'audience qui va être contacté, puis évidemment des dépenses médias qui vont être occasionnées sur ces audiences-là, mais donc c'est des modèles qui ressemblent au display, on achète des bannières par paquet de 1000. Je trouve l'immense différence, c'est que c'est un modèle à la performance, dans le sens où l'obsession de tout le monde, et on va en reparler, c'est de mesurer la performance, et maintenant c'est possible. Donc il n'y a plus moyen de dire « Ah ben non, mais désolé, on adore la performance, mais là vraiment on peut pas la mesurer ». Alors on veut de la performance, mais le pricing, ça reste le CPM ou le CPC? Le pricing reste essentiellement du CPM, je pense. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que quand on parlait d'Amazon il y a 20 ans, leur grand modèle c'était l'affiliation, du CPA. Ah oui. Et finalement, même eux, en tant que vendeurs d'espace, sont passés sur le CPC. Oui, mais enfin, Jérôme, les business models, tout dépend du niveau auquel ils se stabilisent. Donc finalement, ça converge vers la même chose. Moi, je pense que c'est pas ça le plus important. Voilà. Mais il faut challenger son business model, et surtout le niveau auquel ça se stabilise pour que on ait du ROI. Le sujet, c'est comment faire pour que nos clients à tous, les marques, elles aient du ROI. C'est ça le point. Après, on en parle dans une seconde. Ali, sur la question du business model, c'est ça en fait, c'est de vendre principalement des inventaires avec un pricing au CPC, au CPM. Alors oui, je vais pas apporter plus d'éléments de réponse que Thibaut. Moi, peut-être le point que j'aimerais partager ici avec vous, c'est le business model en fait côté distributeur, qui je trouve est assez innovant parce qu'il est triplement gagnant. En fait, il y a un triple win. Il y a une forme déjà de monétisation de leur audience qui est juste extraordinaire. Donc ça, c'est un énorme canal de revenus supplémentaire pour les distributeurs. En même temps, il y a une valorisation aussi de la donnée shopper, puisque là, on va enfin pouvoir valoriser tous les parcours shopper, les préférences d'achat
etc., etc. Donc avec les études, on en parlait aussi. Et enfin, il y a une animation commerciale des ventes en fait qui va créer encore plus d'incréments pour les distributeurs. Et ce qui fait aussi que aujourd'hui, quasiment tous les distributeurs se sont rués vers ces nouvelles plateformes de retail média parce que c'est un pari gagnant et un joli canal de revenus supplémentaires qui peut s'élever entre 1 à 2% du chiffre d'affaires du distributeur. On comprend effectivement l'intérêt pour les plateformes e-commerce de proposer ces nouveaux produits et services. Après, pour les marques, donc du coup, ça consiste à acheter ces opérations spéciales, ces inventaires sur des modèles finalement assez traditionnels. Oui, alors sur le pricing, moi j'ai vu du CPM, j'ai vu du CPC. Il y a aussi une monétisation de la data qui est onboardée. Il y a une monétisation aussi sur des formes d'études shopper un peu plus avancées. C'est en gros ce qu'on a vu à date sur les différentes plateformes de retail média côté pricing. Maxence, quand on parle de monétisation de la data, parfois on se heurte à des contraintes juridiques. On ne peut pas forcément proposer ces datas à la monétisation. Et c'est là que vous intervenez, vous les anonymisez pour qu'on puisse finalement exploiter l'intégralité d'une base client? Exactement. En fait, nous, on ne fait pas d'activation chez Retency, donc on va vraiment être positionné sur la partie mesure. Donc je vais vous parler plutôt de cette partie-là que je maîtrise plus. Et effectivement, on va pouvoir aider en fait les annonceurs qui disposent de lignes de données à pouvoir travailler sur la totalité de leur base, opt-in et non opt-in. Et donc là, on va être sur des pricing qui vont être sous forme d'études, sous forme de coût à la data. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir rendre les acteurs autonomes sur le fait de pouvoir comparer leurs bases de données avec des bases tiers permet de tirer des nouvelles lignes de revenus. Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont très regardés auprès des clients qu'on accompagne parce que il y a du coup des nouvelles équipes qui se forment, des nouveaux projets, des nouveaux produits issus notamment des KPIs, on en parlera, qui peuvent être le media planning et la mesure de performance. Alors Thibaut disait le cœur du sujet, évidemment, c'est de vendre, mais il y a vente et vente, et puis il y a surtout les ventes incrémentales. C'est un sujet compliqué, ça, finalement de mesurer l'apport réel du retail média aux ventes. La façon de mesurer peut créer des biais. C'est un sujet de bon sens parce que tout le monde comprend bien que on peut pas mesurer l'impact d'une publicité en regardant le dernier clic. On le sent tous et c'est c'était le modèle dominant pendant plusieurs années. Oui, et a fortiori, c'est vrai, je dirais, dans le domaine du retail média, parce que on a dans beaucoup de domaines, ça dépend des distributeurs dont on parle, des clients réguliers. Qui dit clients réguliers dit personnes qui viennent un peu chaque semaine ou chaque mois pour acheter souvent les mêmes produits. Donc, quand on va mettre du média au milieu, le but, c'est de déformer le comportement naturel des gens. Et rien d'autre ne compte. Et les marques comprennent ça parfaitement. Tout le problème, c'est d'arriver à le mesurer proprement, je crois, avec des tiers, pour éviter d'être jugé parti. Ce qui est malheureusement parfois le cas. Ce qui est trop souvent le cas, et je pense que les marques demandent très fortement cette capacité. Et c'est là que... tu parlais tout à l'heure de coalition. Les acteurs du retail média ont d'énormes intérêts communs face au reste, au fond, de la pub digitale qui, lui, n'accepte pas les tiers de confiance. D'accord. En tout cas, première bonne pratique, c'est d'avoir un tiers de confiance qui est capable de mesurer ces ventes incrémentales. On pourrait dire incrémentalité par tous les moyens, ce qui semble simple et qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis, tiers de confiance, qui est une façon de garantir qu'on n'est pas dans une situation de juge et partie. Tali, un mot là-dessus. Datagram, c'est aussi un tiers de confiance. C'est le positionnement qu'on prend en effet entre les différents acteurs de l'écosystème, entre les régies, les adtech, les annonceurs, les distributeurs. Nous, notre place chez Datagram, c'est vraiment d'être la plateforme qui va être neutre, qui va vraiment venir mesurer de la façon la plus objective possible la performance. Parce que c'est un vrai sujet. Enfin, il y a une vraie problématique aujourd'hui de standardisation en fait. Parce que le retail média, il s'est développé très rapidement. Il n'y avait pas de guideline. Chaque acteur avait sa vision et du coup a développé sa solution vis-à-vis de ça. Mais aujourd'hui, on voit que en fait, on n'arrive pas à consolider, on n'arrive pas à normaliser, on n'arrive pas à comparer deux ROS de deux providers différents dans le marché aujourd'hui. ROS, on rappelle un Return on Ad Spend. Donc qui est l'un des KPI les plus suivis par les annonceurs. Donc un KPI orienté performance sur les ventes, bien sûr.
Et c'est quoi les bons chiffres? Parce qu'on entend parfois des chiffres de ROS qui sont très élevés, même étonnamment bons. Est-ce qu'il faut être prudent? Alors, ça rejoint le débat de la mesure objective du ROI et du KPI par des tiers de confiance, parce que aujourd'hui, c'est ce qui manque en fait dans l'écosystème. On n'a pas de tiers de confiance. Souvent, les acteurs sont jugés partis. Et du coup, ils ciblent des gens qui achetaient déjà un produit, donc ils ont des chiffres très élevés, c'est ça? Thibaut, allez, on dit tout. Non, mais on se dit tout. Au-delà de 3, il faut se dire qu'il y a un problème. C'est pas magique, la pub digitale. Il suffit pas de mettre 1 euro là et d'en avoir 3 après. Donc un ROS au-delà de 3, c'est... c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser quand même. On le comprend tous en tant que consommateur, qui a un truc qui multiplie tout par 3. Donc ça peut se produire, mais il y a une question à creuser en général. Ali ? Non, moi je compléterais en disant que la performance, en fait, les KPI c'est bien, ROS c'est un super KPI, c'est top. Par contre, il faut pas perdre de vue en fait le reste de son business et pour vraiment appréhender la performance dans le bon sens, il faut vraiment avoir une vue holistique de tout ce qu'on fait, pas perdre de vue que la visibilité de nos produits, il y a aussi une partie d'organique, donc la visibilité organique de nos produits qui va avoir un impact sur les ventes aussi. Oui, tout simplement, comme un référencement organique sur un moteur de recherche, il faut un bon référencement sur une marketplace. C'est de la visibilité payante, mais derrière, il y a de la visibilité organique aussi qui contribue. Donc c'est bien d'avoir une vue globale de tout ce qu'on fait et c'est important aussi de raisonner en fonction aussi des autres leviers, parce que la promo, c'est un autre levier qui est fortement utilisé par les annonceurs et on sait que la promo et le média, ça crée des effets soit d'uplift supplémentaire versus les deux leviers isolés, ou soit de performance négative. Donc c'est toutes ces considérations-là qu'il faut avoir en tête et pas juste raisonner ma campagne, mon ROAS, qui peut être relatif. Maxence, chez Retency, vous avez des mathématiciens, des statisticiens, donc j'imagine que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez tous les jours. Exactement, et en fait on est très challengé pour justement identifier de la mesure de performance sur des micro-segments, et donc on travaille beaucoup pour justement essayer d'apporter des insights, tout l'objectif étant, une fois qu'on a mesuré l'efficacité d'une campagne, de pouvoir aider à optimiser sur une seconde, sur une troisième, avoir vraiment une courbe d'expérience, et c'est là où effectivement tous ces chiffres ont leur intérêt, parce qu'effectivement faire de la mesure pour faire de la mesure, c'est bien, mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est vraiment que ces chiffres soient utilisés, exploités le mieux possible. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des acteurs spécialisés ou des agences qui, elles, vont mettre leur surcouche d'intelligence pour pouvoir faire de l'activation média sur la base les de ces KPI résultats. Principaux, c'est quoi du coup? C'est les Ce qu'on va constater, ça va ROAS, être l'impact sur les ventes? Ouais, ça va être tout ce qui va être l'impact sur le CRM ou généré par une campagne, quelle qu'elle soit. Ça peut sur être le CRM, pas sur les ventes. Donc ça peut être CRM. En fait, je parle de CRM parce que je pense par exemple à des concessionnaires automobiles. Par exemple, les concessionnaires automobiles, ils vont récupérer par exemple tout un tas de formulaires ou de leads sur une période où il y a des JPO. Et c'est cette donnée CRM que l'on va pouvoir comparer avec d'autres sources de données d'exposition média, par exemple. Ouais, je dirais un test, un témoin, parfaitement comparable, comme on faisait dans un cours de biologie avec nos tubes à essai en 5e, pareil, et vérifier qu'avant le début de la campagne, ils sont pareils, nos 2 tubes à essai, et puis on compare ce qui se passe. Voilà. C'est de l'A/B testing ? On fait de l'A/B testing, on prie très fort parce qu'on n'est jamais sûr, mais c'est ça qui nous passionne dans nos métiers. On se plante régulièrement, mais le juge de paix, c'est ça à la fin. Et donc, je crois que c'est pour ça que je me méfie beaucoup des concepts, parce qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'ils sont mesurés exactement. Ça, on peut tous le comprendre, et c'est in fine ce que cherchent les annonceurs, et ils ont très bien compris. En tout cas, il y a un vrai sujet sur la normalisation aujourd'hui de la mesure. Donc évidemment, essayer d'avoir recours à des tiers de confiance, mais on le rappelle, c'était pas forcément la pratique majoritaire dans la publicité digitale jusqu'à présent, avec des GAFA qui sont aussi puissants dans la mesure que dans l'activation. Et puis évidemment, normaliser les méthodologies. La MMA travaille sur ce sujet-là. J'imagine que on peut espérer d'ici 1 an ou 2 des normes communes. Ouais, moi je te rejoins, Jérôme. Il y a un vrai sujet sur la normalisation et on le voit, c'est une des attentes les plus fortes côté annonceur. En fait, c'est de pouvoir consolider un peu toutes ces données de campagne pour avoir une vue globale de comment on a dépensé son budget et comment on peut l'optimiser. Ce qui est très très difficile en fait quand on a des
KPI qui sont non comparables de campagne en campagne, c'est dur de consolider, c'est dur de normaliser, c'est dur d'avoir une vision claire de ce qu'on a fait. Et tu cites la MMA. En fait, on a créé un groupe de travail très récemment à la MMA qui s'appelle e-retail Media et Mesure, dont Datagram est lead cette année. Donc, on va mener un gros travail de fond avec les principaux acteurs du marché. Donc, les AdTech, les régies, les distributeurs, certains annonceurs aussi. Donc, on va mettre tout le monde autour de la table et on va essayer de trouver, justement, mettre en place des guidelines qui vont être, j'espère, partagés comme best practice pour pouvoir justement aider à l'essor et à la structuration du secteur, parce que c'est la next step si on veut que ce secteur continue à grossir, il faut qu'il se structure. Ouais. Un tiers de confiance et évidemment des normes communes. On va profiter de la présence de Maxime aussi pour parler rapidement du RGPD qui a déjà 3 ans. Et qui, déjà 3 ans. 4 même, 3 2018. Ouais, ça passe très vite. Qui était l'autre fléau avec le Covid de ces dernières années. Et évidemment, ça complique la donne, parce que dans les métiers du marketing digital, on faisait beaucoup de one-to-one, mais aujourd'hui, ça se complique. Et on l'évoquait, on n'a pas forcément les opt-in pour tout le monde, donc c'est compliqué de mesurer. En fait, nous, c'est plutôt une opportunité, parce que on est vraiment privacy by design, et ça fait vraiment partie du développement de Retency que de pouvoir proposer, de pouvoir étendre la portée des données tout en respectant le consommateur final. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille énormément, on travaille main dans la main avec les équipes de la CNIL sur ce sujet. Et qu'on comprenne bien aujourd'hui, le taux d'opt-in, il est quoi? Aujourd'hui, on voit qu'il y a une diminution importante de la part des opt-in. Et donc, en publicité, c'est moins de 50%, je crois. J'ai pas tous les chiffres, mais ce que je peux dire aujourd'hui en tout cas, c'est qu'il y a une baisse, ça on est tous d'accord, sur les taux de consentement. Et donc aujourd'hui, faire des analyses sur des bases opt-in, on va très souvent se retrouver sur des bases qui sont faibles, voire très faibles, et donc qui sont pas forcément très pertinentes pour pouvoir donc, si on compare différentes bases d'opt-in, finalement le dénominateur commun il est très très faible. Et donc vous voulez inverser la logique en anonymisant ces données pour pouvoir comparer l'intégralité des bases. C'est exactement ça. En fait, on va pouvoir proposer aux annonceurs de pouvoir utiliser la totalité de leur base et pas uniquement une petite partie de leur base qui est la donnée opt-in. Très bien. Thibaut, il me semble que vous avez donné des cours sur le marketing one-to-one, ou ça devait être Isolis. On parle de quoi aujourd'hui? De marketing few-to-few? On change un petit peu de paradigme? On est trop fort en marketing pour inventer des nouveaux noms tout le temps, donc... Moi, ça me va très bien, le one-to-one ou le CRM, y a pas de souci. Ce qui est vrai, c'est que, comme le disait Maxence, on va vers une approche par cohorte, probablement, et c'est très bien parce que, au fond, on n'a pas besoin forcément d'avoir un one-to-one à l'individu avec une perso à l'individu, pas forcément. Ce qui compte, c'est que par segment, on arrive à être efficace, personnalisé et mesurer qu'il y a vraiment du ROI, quoi. Je suis tout à fait d'accord, juste pour compléter très rapidement avec ce qui vient d'être dit. Et nous, on est plutôt dans une vision d'être en few-to-few parce que ça permet d'être sur des bases plus larges, à la différence du one-to-one, où on va être sous la contrainte du RGPD et des grandes plateformes qu'on connaît tous. Ouais, Dali, un mot aussi sur cette question, à la fois une raréfaction de la donnée et puis la nécessité d'aller chercher du reach le plus largement possible. Moi, ce que je comprends de ce nouveau paradigme en fait du retail média, c'est que on se situe vraiment à quelques minutes de l'acte d'achat, et ce qui fait qu'il y a 2 formes de ciblage qui sont vraiment très pertinentes. Il y a le ciblage contextuel. En fait, on est dans des moments d'achat, et donc quand un shopper tape le mot-clé pizza par exemple, il est sur le point d'acheter une pizza, et donc c'est le bon moment de pusher une bannière de pizza indépendamment du profil shopper ou de l'identité, enfin du comportement passé du shopper en fait, puisque on est dans un contexte d'achat. Pareil, on peut faire du cross-merchandising. Si on cherche le mot-clé pâte par exemple, on va pusher de la sauce tomate parce que c'est le bon moment de pusher justement de la sauce tomate. Donc il y a ce ciblage contextuel qui est très pertinent en retail média, encore une fois parce qu'on est à quelques minutes de l'acte d'achat. Et puis il y a aussi du coup le ciblage par profil shopper. Donc c'est les cohortes dont on parle. Donc quand on a un acheteur bébé par exemple, on sait que il va recommander des pots de bébé à un moment donné. Donc on va lui pusher ce type d'offre.
Et pour moi, c'est une forme de ciblage qui est très pertinente pour le retail média. Après, on peut toujours onboarder ces données first party en tant qu'annonceur, mais c'est pas sûr qu'on ait le reach qu'on souhaite avoir. Oui, il y a toujours cet arbitrage entre précision et couverture. Hein. Yes. Et donc, évidemment, on comprend que l'option anonymisation proposée par Retency peut permettre de réconcilier ces deux problématiques a priori opposées. Exactement, c'est tout l'intérêt. Et après, pour rebondir aussi sur ce qui avait été dit précédemment sur tout le sujet de la mesure, qui est un sujet important, de dire aujourd'hui aussi, on est très challengé sur tout ce qui va être des nouveaux KPIs ou sur la contribution, l'attribution et ces sujets-là, qui sont des sujets importants. Et de rappeler qu'effectivement, il y a plein de méthodologies qui existent. Et donc, c'est bien de travailler avec des acteurs qui peuvent apporter... Thibaut en parlait tout à l'heure, il parlait de last click. Il faut dépasser ça. Et même dans le retail média, évidemment, l'acte d'achat se limite pas chez le retailer. Il y a tout ce qui s'est fait en amont. Et aujourd'hui est une date, Jérôme, historique, puisque Google vient d'annoncer que le last click ne serait plus la solution proposée par défaut sur un certain nombre de ces interfaces. Ça veut dire que tout le monde progresse, qu'on va vers de l'outcome based, et le retail media est bien sûr, avec toutes les solutions qu'on a vues aujourd'hui, Retail Link, Carrefour Links, tous les autres, très bien positionnés sur cette idée de mesurer par les résultats réels. Et je crois qu'il y a des intérêts communs évidents contre le reste de la pub qui se mesure pas, contre la télévision qui se mesure jamais. C'est pour ça qu'il faut pas non plus être trop dur avec le retail média, qui a que quelques années et qui doit faire ses preuves sous prétexte qu'il a plus de données que les autres et qui est plus proche de l'acte d'achat. Faut pas non plus qu'on lui mette tout le poids de la mesure sur le dos quand ses plus grands concurrents peuvent se targuer de n'avoir aucune donnée, donc impossible de mesurer. Très bien. Dali, oui, cette question de l'attribution du last click, c'est aussi un sujet parce que finalement, l'acte d'achat, il peut être décidé avant d'aller sur le site de retail et donc il va falloir aussi mesurer ça. La contribution peut-être des médias traditionnels ou d'autres médias. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer aujourd'hui ou c'est compliqué? Alors, tous les médias ne sont pas tous aussi matures sur la question de la data et l'accès à cette data. Et il y a aussi une vraie composante technologique en fait qui vient soit résoudre les problèmes de mesure et d'attribution, soit on n'a pas accès à la data, on n'a pas la tech et comme pour la télé par exemple, on peut pas mesurer, on peut pas optimiser. Donc il y a une vraie problématique autour de l'attribution, mais ce n'est pas une problématique qui est insurmontable. Enfin, il y a toutes les pièces du puzzle aujourd'hui. Côté retail media, il y a la technologie, il y a la data, il y a l'automation, il y a les APIs qui sont en train de se monter dans les différents. Donc c'est qu'une question de temps avant que toutes les briques soient assemblées et qu'on dépasse aussi cette problématique données individuelles, données par cohorte, notamment grâce à des API d'anonymisation. Exactement. Il va être temps de conclure cette table ronde. Je vais vous demander aussi à tous les trois un hashtag de conclusion. J'espère que vous avez eu le temps de le préparer. Thibaut, ça serait quoi le mot de conclusion? Data collaboration. Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de collaboration de marque-distributeur, mais il peut y avoir des collaborations marque-marque, il peut y avoir marque-publisher, il peut y avoir distributeur, on en a parlé, publisher, il peut même y avoir, incroyable, acteur du retail média, autre acteur du retail média. Et on le souhaite et on invite évidemment tout cet écosystème, notamment français, à collaborer. Merci Thibaut et on rappelle que vous êtes le COO de Numberly.com mille merci. Dali, un mot de conclusion aussi pour Datagram.ai. Est-ce que je m'étais trompé? Alors pour Datagram, le mot de la fin, ça va être performance. Parce que c'est le mot-clé en fait, qui va catalyser en fait le développement de ce secteur. Aujourd'hui, on a une problématique de structuration qui est en train de se présenter à tous les acteurs du marché. Si on veut continuer à capter en fait les investissements des annonceurs qui sont en train de croître, on le sait dans le retail média, mais c'est pas une croissance qui va durer très longtemps. Si on n'apporte pas demain des réponses en termes de transparence sur la performance, eh bien on va pas continuer à avoir cette croissance qu'on a aujourd'hui.
Donc la question de la performance, de la transparence sur la mesure. Et de la maturité finalement des outils, des méthodologies du secteur. Tout à fait. Donc pour moi, ça va être l'enjeu des prochains mois sur le secteur du retail Très média. bien. Et on invite les marques et les retailers évidemment à se connecter à datagram.ai et également à collaborer au sein du GT animé par Datagram au sein de la Mobile Marketing Association. Merci. Maxence, un mot de conclusion aussi. Est-ce que ce hashtag sera anonymisation Ce oui, non sera privacy parce que pas loin. voilà, c'est pas loin, mais parce qu'effectivement, même avec le contexte RGPD, c'est toujours possible de faire plein de belles choses, que ce soit en média planning ou alors en mesure de performance. Oui, Voilà. c'est clairement évidemment une des notions à prendre en compte aujourd'hui pour gagner en pertinence, gagner en performance. Merci en tous les cas à tous les trois Merci. pour ces témoignages. On peut les applaudir. Merci. Et il va être temps de conclure avec notre troisième table ronde. Merci tous les trois, je vous libère. Vas-y. Et on passe à notre dernière table ronde avec nos deux speakers. Jérémy et Elodie. Elodie, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous en prie, installez-vous. Merci. On vous laisse le temps de vous installer. Alors on poursuit donc ces échanges autour du retail média avec une troisième table ronde un tout petit peu plus courte que les deux précédentes. Elle va faire une demi-heure puisque nous avons deux speakers, mais on perd en quantité, mais on gagne sans doute en qualité avec évidemment Elodie, avec Elodie et Jérémy. Je dis ça, j'attends que les autres s'en aillent, sinon ils vont être vexés. On va se présenter. Alors, Elodie, Richard, vous êtes Head of Sales chez SRP Media. SRP, ça sonne comme une marque connue en B2C. Ce serait pas showroom privé par hasard? Tout à fait. En effet, on est la régie intégrée du groupe showroom privé. Donc, en effet, on est bien concerné par les sujets de retail média, de trade média, de tous ces sujets-là. Alors, peut-être showroom privé en quelques mots, quelques dates, quelques showroom privé, chiffres. Bien sûr, en quelques mots, c'est un site de vente événementielle. Donc, à la différence d'autres sites e-commerce, nous, on va vraiment aller travailler sur des ventes qui vont durer à peu près 7 jours. On a une communauté aujourd'hui de 25 millions de membres à peu près. Ah oui. Donc, logués. Donc, c'est intéressant en effet à exploiter. On est très féminin. On a 76% de femmes sur le site. Très maman. Hein. On a à peu près 60% de mamans. Et on est à peu près répartis comme la population française, puisqu'on a 80% de notre audience qui est sur l'Île-de-France. Et à peu près, j'ai dit 20% qui est en Île-de-France et 80% qui est sur le reste, qui est en province. Donc aujourd'hui, c'est un volume d'affaires à peu près de 960 millions d'euros à peu près cette année. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même c'est gros, significatif. Ça gros. Et la partie régie, la partie régie, est plus récente. La régie a été, ce qu'ils appelaient le new business a été créé en 2015-2016. Et après, la régie s'est vraiment montée avec un SRP Média en 2018, quand on a lancé la data. On en a profité pour vraiment restructurer toute l'offre, on va dire new business, avec des solutions médias, des solutions data, des solutions trade à l'époque. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes à la régie. Donc, on va dépasser les 12 millions de chiffre d'affaires cette année. Donc, on est... donc, une start-up dans la start-up. Avec une grosse start-up, showroom privé. Parce qu'on voilà, avec un beau développement en tout cas. On est encore très start-up. Très bien. À votre gauche, Jérémy Hoy. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérôme. Bonjour Managing Director de Groupe M. Est-ce qu'on peut présenter aussi en quelques mots, quelques dates, quelques chiffres cette grande agence de la place Tout à fait. Donc Groupe M, c'est le regroupement de plusieurs agences médias et marketing France et mondial. En premier acteur mondial et au coude à coude sur le marché français. On est aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs en France, 350 clients actifs, dont un certain nombre d'entreprises du CAC 40, mais aussi quand même de taille intermédiaire. Et donc moi, j'ai le plaisir d'animer le département consulting et activation commerce au sein de Groupe M. Donc une entité vraiment dédiée à toute la problématique e-commerce, que ce soit social commerce, live commerce, les marketplaces et les retail médias, qui a évidemment porté notre croissance depuis 2 ans, donc la création du pôle. Et aujourd'hui, on a la chance d'accompagner des clients des différentes agences, tant dans le milieu du CPG, que de la tech, que de l'électronique, de la cosmétique beauté. Donc, on doit forcément avoir des acteurs communs. On en a quelques-uns. Et donc voilà, ça fait maintenant 2 ans que le pôle existe et on profite véritablement de cet essor de l'e-retail média
protéiformes. Alors on va en parler. Le sujet de notre table ronde, c'est le live shopping, hein, mais on va juste avant de parler du live shopping, un mot sur le retail média. Même question hein, pour les deux précédentes tables rondes. Pour vous, c'est une révolution, un nouveau pilier comparable au social, au search, au display, ou finalement ça s'inscrit tout simplement dans la continuité du trading, d'activités traditionnelles que peuvent faire les retailers? Sincèrement, alors nous chez Showroom Privé, on a vraiment pour le coup les deux pendants, parce qu'on va avoir des produits qui sont vraiment dédiés régie. Donc pour moi, c'est une révolution. Enfin, c'est en tout cas, je sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas, c'est un nouveau média à part entière, parce qu'on va adresser des nouvelles audiences sur des nouveaux sites avec des formats. En tout cas, nous chez Showroom Privé, la publicité, elle est vraiment traitée sur la plateforme sur des formats qui sont sur mesure pour les marques. Donc on sort de la partie IAB classique, etc. On travaille autrement. Et après, on a quand même, nous, des enjeux, ce qu'on appelle de trade média, qui vont aider à maximiser le chiffre d'affaires aussi de nos ventes. Donc c'est et voilà, et c'est aussi la régie, enfin en tout cas la régie, on commence à travailler sur ces sujets-là, comment on accompagne les marques, notamment par exemple certains clients de chez Groupe M, des Unilever, des gens comme ça, qui ont beaucoup de trades, qui ont des ventes chez nous, et du coup comment on utilise aussi ce budget-là pour le transformer, en fait utiliser l'expérience du média qu'on a généré via la régie, et comment on l'adapte au final au trade média. Quelque part, c'est un peu les deux. Oui, je me joins totalement à ça. En fait, c'est une évolution média, puisque finalement, c'est pas des révolutions de nouveaux facteurs, c'est juste des nouveaux écosystèmes qui n'étaient pas acteurs médias qu'ils sont devenus. Et pour donner un ordre de grandeur, quand même, je ne sais pas si ça a été dit avant, mais les retail médias, c'est déjà 8% des investissements publicitaires digitaux en France. Donc effectivement, une fois qu'on a passé le cap du search et du social, en fait, les retail médias, c'est quasiment le troisième bras armé aujourd'hui pour les marques, pour prendre la parole. C'est en train de rattraper le display. Hein. Donc c'est clairement ça, et donc du coup, c'est pas neutre, hein, c'est plus juste une petite niche qui vit dans son coin. Donc c'est une évolution média, et effectivement, je me joins, c'est peut-être plus une révolution côté gouvernance entre le métier du trade et du retail pur et la capacité à devenir un acteur publicitaire. Donc c'est évolution-révolution selon d'où on se passe sur le prisme. C'est ça, et on l'évoquait tout à l'heure aussi, l'accès à des marques, l'accès des marques à tout un tas de données digitales auxquelles elles n'avaient peut-être pas forcément accès il y a encore quelques années. Et qui clairement font la différence par rapport à d'autres datasets. Très bien. Plus génériques. On va pas refaire les deux des premiers débats sur le retail média. On est là pour parler de live shopping, qui est un format très populaire en Asie, notamment en Chine. On a tous lu ces articles sur le boom du live shopping sur le marché chinois, qui est également un format donc qui arrive chez nous avec plusieurs expérimentations ces dernières années sur différentes plateformes, et un format du coup qui va changer la donne pour le commerce, mais aussi pour le retail média. Elodie, c'est quoi l'historique de la vidéo et du live shopping au sein du groupe? Est-ce que c'était d'abord un produit pour la partie transactionnelle et qui a été ensuite récupéré par la partie régie, ou l'inverse? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, nous, c'est la régie qui avons intégré le live chez nous. Parce que nous, on trouvait que c'était vraiment intéressant par rapport aux problématiques des marques. Nous, on travaille quand même, ce que je vous ai dit, on a une audience qui est quand même très féminine. Donc, on travaille beaucoup avec des marques de la cosméto, beaucoup avec ce qu'on appelle le PAP, le prêt-à-porter, et l'électroménager. Alors vous aviez, j'imagine, un studio intégré. Nous, on a du coup, évidemment, chez Showroom Privé, l'avantage qu'on a, c'est qu'on shoot toutes les ventes, donc que ce soit PAP, électro, etc. Donc on a des gros studios en équipement au sein de nos locaux à Saint-Denis. Mais c'était de la photo surtout. On a de la photo, mais en fait, au final, tous les appareils photo aujourd'hui font de la vidéo, donc ça marche à peu près pareil. Après, nous, on a une solution live qu'on travaille en marque blanche avec un partenaire justement pour l'intégrer. Et derrière toute la partie studio, on laisse l'opportunité à la marque, si elle a déjà une expérience sur le live, d'utiliser ses studios. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Microsoft, typiquement, qui avait déjà un expert, qui avait déjà des studios, qui avait déjà des caméras, etc. Donc c'était plus simple de le faire chez eux. Alors on peut évoquer justement les premiers cas clients chez vous. Donc il y en a eu un avec Microsoft pour les surfaces, pour les ordinateurs portables. Exactement, pour les ordinateurs portables. L'objectif c'était vraiment... Microsoft c'est un client récurrent de la régie. Je pense qu'on travaille avec eux depuis 2018. Donc on a dû faire à peu près une dizaine d'opérations avec Microsoft. Donc, un client hors captif, on pourrait dire. C'est pas forcément la marque naturelle qui vient quand on parle de showroom privé. C'est vrai. Après, on a quand même toute la partie high-tech chez nous qui a quand même pas mal grossi. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres, c'est plutôt hors captif. Et du coup, Microsoft avait pour objectif notamment d'évangéliser la surface auprès d'une cible féminine qui a été maman. Donc à la fois autour, avec ce qui s'est passé pendant le confinement, les ordinateurs ont été clés dans le quotidien des gens.
Et du coup, c'était de se dire, bah, aujourd'hui, si vous investissez dans une surface, ça va vous servir à la fois au sein de la famille, donc pour la mère de famille qui va pouvoir bosser quand même sur son ordinateur, qui est quand même puissant, etc. Et en même temps, ramener du ludique sur de la recette de cuisine, du jeu et l'éducatif également sur l'enfant. Alors pourquoi ils ont voulu faire un live shopping pour raconter tout ça? Parce qu'ils auraient pu le faire avec des images, avec du texte. Et ben en fait, en l'occurrence, ils ont un expert qui arrive à bien vulgariser, on va dire les capacités de la surface. Et Microsoft, alors Microsoft a un historique avec le live shopping qui est un peu compliqué parce que apparemment ils ont une solution interne chez Microsoft qui n'était pas arrivée en France, qui ne pouvait pas exploiter, et la France avait vraiment envie de le faire. Et du coup, grâce à nous, la solution showroom privé, on a pu leur permettre de faire le premier test live shopping sans avoir, en dehors de la solution Microsoft, et du coup mettre en avant également cette solution-là pour eux. Alors parlons un peu du format, donc c'était quoi, une vidéo de quoi, 1 heure? C'était normalement prévu pour une vidéo de 30 à 35 minutes qui a duré au final 1 heure. Ah oui, ça a bien débordé. Ça a bien débordé, un peu trop à mon goût. Je pense que non, mais voilà, on a encore nous novices sur le live shopping, mais typiquement toute l'attention, en tout cas la durée d'un live, et il est aussi intéressant, enfin il est aussi à maîtriser pour avoir la meilleure capacité d'attention des internautes. Et nous, on s'est rendu compte que on a eu les plus gros pics de connexion et la moyenne de connexion qui était aux alentours de 25 minutes sur le live. Donc je pense qu'en effet, 1 heure, c'était un peu compliqué. Puis on avait un contexte donc, qui était un peu... Une première opération avec Microsoft pour vendre des ordinateurs portables, et une deuxième opération, je crois, pour Mac. Pas Mac Apple, mais Mac le maquillage cette fois-ci. On en a fait une avec Mac. En effet, c'est le premier live qu'on a fait. C'était le live était hébergé chez Mac parce qu'ils avaient déjà une solution en interne. Et là, pour le coup, c'était une opération, on va dire, objectif commercial faite chez nous. Donc l'objectif, c'était de maximiser le trafic, de renvoyer un maximum de trafic sur le site de Mac avec un avantage membre. Et du coup, ils avaient intégré à cette opération un make-up designer hyper connu de chez Mac qui, pendant 3/4 d'heure, a fait le pitch sur les produits avec à chaque fois en répétant, et en ce moment avec le code showroom privé, bénéficier de 25% sur l'ensemble des produits, etc. Et là, pour le coup, on a eu, je crois, à peu près 800 connexions sur 3/4 d'heure de live, et avec des taux de conversion. Alors, c'est l'intérêt aussi du live. C'était très bon, mais on va reparler des audiences et des performances juste après. En tout cas, 2 opérations, une pour Microsoft, une pour les maquillages Mac, qui étaient relativement nouvelles, parce qu'en France, le live shopping, c'est un sujet d'actualité, Jérémy. Oui. Même si en Chine, c'est devenu vraiment mainstream. Vous avez en tête peut-être les statistiques chinoises? C'est spectaculaire, je crois. 4 ans quand même que les premiers tests ont été menés. Ce qu'il faut noter, c'est que ça a fait x3 entre 2019 et 2020. Bon, pour atteindre les sommes faramineuses de 150 milliards de dollars, mais bon, c'est à l'échelle de la Chine. C'est-à-dire que le live shopping, à lui tout seul en Chine, est déjà plus gros que le commerce électronique au global en France. Exactement. Mais bon, ils sont un petit peu plus nombreux aussi, accessoirement. Oui, mais les Indiens aussi, ils nous dépassent pas en chiffres. Effectivement, il n'y a peut-être pas les mêmes connexions. Mais en tout cas, le chiffre à retenir, c'est que le live, c'est 4% de l'e-commerce en Chine. Donc, c'est quand même tout sauf anecdotique. C'est l'avenir. Et c'est des formats, comme évoqué Elodie, des vidéos de plusieurs dizaines de minutes. Oui, sur la durée, effectivement, il y a un petit peu tout. Finalement, tout ce test, d'ailleurs, ça peut être 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est simplement qu'à l'échelle de la Chine, ils sont tout de suite rentrés dans un modèle très industriel, donc avec des farm shopping social, où vous avez des dizaines d'influenceurs qui, en fait, comme des camelots, enchaînent les prises de vue, les prises de pastilles comme ça, marchandes, toute la journée. Nous, on n'en est pas là, heureusement. Je pense qu'on a un petit peu envie de faire ça différemment. Mais en tout cas, c'est véritablement quelque chose qui vit très fort sur les plateformes que les Chinois surconsomment, à savoir WeChat, à savoir toute la galaxie d'Alibaba, que ce soit Tmall ou Taobao. Et ce sont des influenceurs qui sont pas forcément légitimes sur un produit, mais qui ont une grosse communauté. C'est qui les relais d'audience de tout ce qui a été fait, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les stars, effectivement, des réseaux sociaux chinois qui après sont embarqués par les marques un peu de manière classique, comme ce qui peut se faire chez nous également. Et après, il y a des rising stars aussi qui sont légitimes peut-être sur des milieux un peu plus de niche, mais qui du coup permettent d'être encore plus légitimes sur les corps consumers. Donc il y a un petit peu tous les facteurs. Un peu les deux. Vous, Elodie, vous aviez choisi plutôt des experts, à la fois un expert informatique pour Microsoft et un expert make-up, un make-up artiste. Pour Mac, c'était préférable à des influenceurs, je sais pas, qu'on voit sur sur les réseaux sociaux ou les émissions de télé-réalité. Il y a plusieurs aussi problématiques qui rentrent en jeu, c'est que les influenceurs, ça coûte de l'argent. Et en l'occurrence, les experts, c'est des gens qui travaillent pour les marques, qui sont déjà sous contrat avec les marques. Et du coup, ça ramenait pas de surcoût à la fois pour Microsoft ou pour Mac d'utiliser ces personnes-là, entre guillemets, d'utiliser. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même mettre en exergue que si vous utilisez une influenceuse qui a quelques millions de followers aujourd'hui, Kim Kardashian, elle n'est pas toujours dispo. Ouais, mais même en France, il y en a quelques-unes. Il faut rajouter quand même des billets assez chers pour avoir juste une opération avec eux. Et un live, c'est long. C'est une interaction, c'est un chat, etc. Donc c'est un budget plus comparable. Vous préférez quand même des experts. C'est important pour la réussite du programme. Je pense que ça dépend quand même vraiment aussi du produit, la typologie d'audience. De l'opération telle qu'on l'envisage. Parce qu'en France, il y a déjà des cas de figure comme ça où on a fait des célébrités, des séries Lignac ou autres, des salariés. Mais qui est un expert? Ouais, après tout dépend où on veut le classer, mais effectivement, des salariés même de certaines entreprises qui ont eu vraiment là cette caution, je dirais, du retailer et des influenceurs beaucoup. Donc en fait, tout dépend si on veut vraiment être sur quelque chose de brandé, un discours d'expertise, un discours corporate ou vraiment un discours promotionnel. Ça dépend clairement du contexte du produit. Et effectivement, on va y revenir après, la notion de cost, parce que c'est clair que dans le post budgétaire, il y a alors, pas avant de parler des coûts, parlons des audiences. Showroom privé, on le disait, c'est des audiences en millions et des opérations publicitaires en centaines de milliers parfois. Là, quand on parle de live shopping, on n'est pas tout à fait dans le même ordre de grandeur. Vous pouvez rappeler les volumétries? Non, on est plus anecdotique. Typiquement, sur des lives, on a, ce que je disais, Mac, on a eu une connexion, je crois, on a eu entre 800 et 1000 personnes de connectées sur le live qu'on a fait avec eux. Et Microsoft, on est plutôt aux alentours de 600, en sachant qu'évidemment, encore une fois, les produits d'Apple sont pas les mêmes. Un Mac, un rouge à lèvres, c'est 15 € et une surface, c'est à peu près 1000 € en moyenne, voire plus. Donc forcément, l'attractivité du produit et la possibilité d'aller l'acheter va jouer aussi sur les connexions. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que même si on est sur des audiences qui sont plus minimes que ce qu'on peut faire sur nos opérations médias, parce que nous, on est plutôt aux alentours de 100-150 000 visiteurs uniques par opération sur 2 jours, là, on est vraiment dans quelque chose d'aussi beaucoup plus engageant pour la marque. Donc, on va vraiment discuter avec la communauté, on va pouvoir répondre. On a un chat qui est ouvert. Oui, il y a un chat en parallèle. Il y a un chat qui est ouvert, on peut poser des questions à la communauté. Donc, voilà, donc il y a quand même. Donc c'est plus qualitatif, c'est une population plutôt bas de funnel qui est sur le point d'acheter. Donc il y a une sorte de tri qui a été fait, c'est ça? Les taux de conversion sont quand même pas les mêmes sur le live qu'en effet sur nos opérations médias. Donc le live shopping, on est plutôt aux alentours de 10%, on va dire en moyenne de taux de conversion, alors que sur des opérations médias, on va être entre, on va dire 0,7 quand c'est un peu compliqué ou quand les produits sont très cher et on peut monter jusqu'à 5% sur des grosses opérations. Donc c'est plus un sujet qualitatif que quantitatif. Jérémy, j'ai pas forcément en tête non plus les opérations de live shopping en France qui auraient réuni des centaines de milliers de personnes. On reste encore dans du test sur quelques milliers, quelques centaines de personnes. Et alors, après, tout dépend encore une fois de l'ambition qu'on y met, parce que déjà il faut juste pour remettre en perspective le live commerce tel qu'il existe, il vit pas que sur des sites marchands. Il vit aussi, c'est des réseaux publishers plus orientés médias, mais qui donnent l'occasion comme ça aux marques d'incarner sur le format live. Le live, il existe aussi sur les réseaux sociaux. Simplement, il peut pas être acheté encore dans les réseaux sociaux, mais en tout cas, donc il est vraiment protéiforme. Donc déjà, ça donne un peu un éclairage sur quel est l'objectif majeur qu'on va donner à l'audience que je vais adresser. Il y a deux autres commentaires. Il est certain que si on veut toucher entre guillemets que l'audience organique où qu'elle se trouve, qu'on soit le site marchand ou un site média ou le réseau social, ça ne suffit pas. Donc, il faut de l'amplification média. Et l'amplification média, elle ne doit pas être anecdotique parce que l'ambition, c'est quand même de faire venir un max de monde. Troisième point aussi, c'est que tout miser sur le seul live, c'est pas forcément le bon calcul. L'intérêt d'avoir du replay quand même aussi sous toutes ses formes, et très souvent, c'est ce qu'on constate nous, c'est que vous avez un rapport de 1 x 4 ou 1 x 5 entre le live et ce qu'on arrive à drainer comme trafic sur le replay et où on peut quand même encore acheter. Donc ça démontre bien que voilà, il y a quand même différentes configurations à prendre en compte. Et pour aller juste dans l'overview, ce qui est intéressant, en tout cas après 1 an de rétroviseur, parce que finalement les premiers lives en France étaient quasiment à la même période l'année dernière, c'est vraiment, il y a beaucoup de secteurs qui se sont emparés du format. On peut citer le bricolage, l'électronique, effectivement la cosmétique, la fashion, et j'en oublie certainement le gaming aussi beaucoup. Enfin nous voilà, pour un éditeur de consoles et de jeux vidéo, bon là pour le coup, comme c'est un usage plus prononcé, effectivement on avait plutôt des 50 000, 60 000 personnes qui étaient connectées parce que c'était bien raconté avec de la preview de jeux, etc. Donc là, oui, puis avec des formats très longs, un temps long qui est rare en publicité, parce qu'une publicité c'est quelques secondes normalement. Consommable. Et c'est l'un des bienfaits quand même du live, c'est que
même si c'est pas là que pour faire vendre de manière immédiate, c'est un temps de parole offert aux marques. C'est paradoxal, finalement, on parle de live, d'instantanéité, mais finalement, c'est pour introduire du temps long. Tout à fait. C'est pour ça que c'est quart d'heure philo. C'est pas une opération que à des fins lucratives et immédiates, mais c'est quand même aussi quelque chose à mettre dans une stratégie de contenu de marque un peu plus ambitieuse à mon sens. Et c'est pour ça qu'un live, s'il n'est pas éditorialisé, s'il n'est pas conçu avec une vraie trame de contenu, il va beaucoup moins bien marcher à côté. Et il sera moins percutant. Toutes les marques, tous les produits ont vocation à faire du live shopping, Elodie? Alors moi, j'en ai même vu sur l'automobile. Alors c'est pour dire, lancement d'automobile, un peu plus ennuyeux, mais je pense que je reviens à ce que disait Jérémy. Il faut garder en tête que voilà, c'est scénarisé. Il y a une problématique de marque. J'ai envie de vous dire, si en effet la marque inscrit le live dans un dispositif média avec un brand content, avec voilà quelque chose de vraiment construit pour la marque. Pourquoi pas? Après, chez nous, par exemple, sur Showroom Privé, c'est sûr que les domaines de prédilection, ça va plutôt être tout ce qui est électroménager, cuisine, etc. On va avoir tout ce qui est évidemment la fashion. Et après, on a toute la partie cosmétique qui sont vraiment les 3 modèles sur lesquels ça marche le mieux aujourd'hui. Moi, je rajouterais juste que, a priori, quand même, il y a 2-3 secteurs sur lesquels on va avoir du mal à se dire que c'est un intérêt pour eux. Moi, je parlerais plus de l'immatériel, c'est-à-dire que faire un live sur de la banque, de l'assurance ou de l'énergie, même si on a de très très bons concepteurs, rédacteurs et des grands créatifs, c'est pas forcément. Il faut un produit un peu visuel et il faut quand même qu'il y ait une justification et que ce soit à cette quelque chose explication. Qui donne envie d'acheter quelque chose de tangible. D'accord. Donc voilà. Alors une question très concrète, combien ça coûte de faire un live shopping? C'est quoi l'ordre de grandeur, Elodie? J'imagine qu'il y a des frais techniques, il y a de la mise en avant. Le ticket, il est de quel ordre? Il y a combien de zéros? Il est packagé et du coup sur un live. Alors pareil, hein, le live seul c'est pas tellement intéressant. Donc nous le live il est ancré dans un dispositif média chez nous. Mais du coup juste la partie live, si on veut rajouter un live au dispositif média, on va rajouter 20 000 euros de plus sur le dispositif média global. Attention, les 20 000 euros sont hors évidemment influenceurs, hors frais de prod gigantesques, etc. Donc sur un live à peu près classique, voilà. D'accord. Donc, oui, là-dessus c'est relativement dans les benches, c'est-à-dire que encore une fois, un live, si on veut bien le faire, il y a des moyens de production à mettre derrière, il y a du contenu. Il y a évidemment des influenceurs la tête de gondole qu'on veut mettre en face. De l'achat d'espace, donc c'est un coût. Donc c'est un coût, il y a un ticket d'entrée. Donc l'ordre de grandeur, c'est... Le ticket d'entrée à moins de 80 000 euros, très sincèrement, je pense que c'est pas sérieux. Ah oui, vous êtes pas cher, Elodie. Elle a parlé que du média. Elle a parlé que du live. Et encore une fois, ce qui est intéressant par contre, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'opération packagée, la marque, elle est forcément partie prenante parce que c'est aussi elle qui va être parfois donneuse d'ordre ou en tout cas... clairement décisionnaire sur l'influenceur ou la célébrité qu'elle veut faire. Donc, il est évident que quand on amène Kylie Jenner chez un de nos clients, retailer cosmétique, bon, évidemment, ça s'est généré au global, mais oui, ça va lui coûter des millions. Hein, c'est pas comme si on allait prendre la petite influenceuse du coin et donc mécaniquement, ça va pas lui avoir la même portée. Donc, il y a un ticket d'entrée, mais c'est quand même une opération qui peut être accessible si on l'intègre dans un plan global, encore une fois. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot télévision, parce que finalement, on est sur des ordres de grandeur qui commencent à se rapprocher des coûts d'une campagne télé. La télé, elle fait aussi du live shopping depuis quelques décennies. On appelle ça du télé-shopping. Je me souviens des émissions avec Pierre Bellemare, quand j'étais petit. Est-ce que ça a vocation à converger, ces formats, Elodie? J'ai envie de dire, tout est possible hein, maintenant, mais donc oui, maintenant la télé est connectée, donc je me dis pourquoi pas, mais... Après, on voit des chaînes de télé qui font du télé-shopping, des commerçants qui font quelque part des émissions de télé. Exactement, donc c'est tout à fait possible que ça converge en tout cas dans l'autre sens cette fois-ci. Mais après, la différence avec un télé-shopping classique, c'est qu'aujourd'hui le live shopping il est quand même créé par une marque avec une personne qui va parler que d'une marque. Donc là où avant le télé-shopping, on avait plutôt un animateur qui parlait de plusieurs marques. Donc c'est en effet c'est un peu vulgarisé de dire que ça ressemble à du télé-shopping parce que on est quand même plus dans l'intégration, il y a quand même une stratégie de marque qui est développée, il y a quand même beaucoup de marques qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de parler de leurs produits, de mettre leurs produits dans les mains de leurs clients, tout ce qui est la grande consommation, etc. Ça c'est pas forcément facile. Le live va pouvoir pallier à ça et je trouve que c'est un peu réducteur de le mettre sur juste un télé-shopping, mais peut-être que dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'une marque avec un expert
repasse en télé, ça, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Jérémy, c'est cohérent de rapprocher Oui, ces et deux puis en formats? plus, d'autant que l'hybridation, elle est valable dans les deux sens, hein, comme on se l'est dit. Hein, les acteurs issus du média deviennent des marchands, et les acteurs marchands deviennent des acteurs médias. Donc Et finalement, puis un Amazon qui a un pied dans le ça média, vient un pied dans la télé avec exactement, tout à fait, Prime, un pied dans le exactement. commerce. Amazon Les frontières Live, sont en Dans le train de cinéma, s'estomper. même, maintenant. Dans le ça se cinéma, se dans le mélange, cloud, sont c'est au partout. bénéfice des marques, du consommateur. Après, la question, c'est effectivement de le faire, encore une fois, je pense aussi dans la narration en accord avec l'endroit où il est diffusé. C'est-à-dire que le live shopping digital tel qu'on le vit avec justement les chats dynamiques où c'est un vivier d'insight incroyable quand même parce qu'il y a des vrais retours produits en direct Tout à fait. de l'audience. Ouais, puis une fois de Je plus, c'est suis sûr l'opportunité que sur pour la un marque de écran de parler télé- directement avec son client, ce qu'elle avait pas forcément l'opportunité de faire Complètement. avant. C'est pour ça que c'est aussi une grosse vertu du live puisque c'est l'occasion d'être en prise directe avec eux. Juste pour terminer, je suis pas sûr que ce modèle de chat dans un faisceau télévisuel on aurait la même. Je suis pas sûr que ça serait un peu confus. Ça serait un peu confus. Ça Ouais. ressemblerait un peu à un sapin de Noël et ce serait moins agréable. Très Donc, bien. mais en tout cas, ça se connecte et c'est ça qui est intéressant. Très bien. Il va être temps de conclure. Je vais demander à tous les deux un C'est hashtag dommage. de conclusion. Élodie, ça serait quoi le hashtag Il y en a plein. pour SRP Média? Quelque chose en rapport avec le live, avec l'interactivité, SRP Média, je dirais hashtag évolution. évolution. On a encore beaucoup de choses à faire à la régie, en tout cas nous chez Showroom Privé, à la régie de Showroom Privé. Et justement, tous ces sujets-là, on se met zéro frein, hein, au contraire. Hein, donc voilà, nous le live, on l'a pris directement à la régie. On n'a pas attendu forcément que Showroom le prenne. Bon, en l'occurrence, maintenant il y a des passerelles et du coup on l'a fait descendre chez Showroom. Donc, évolution et innovation en tout cas. Ouais, pour évolution SRP et innovation Média. pour SRP Média, je pense que et voilà. Et après, c'est encore le début du retail. C'est que le début de l'aventure. Ouais, hein, donc on a tous nous, on a compris, hein. encore voilà, Beaucoup plein de de choses choses à à jouer, inventer. beaucoup de choses à inventer. Très bien. Merci en tout cas Élodie pour ce témoignage. Jérémy également, un hashtag de conclusion. Moi, je vais rebondir sur cet anachronisme, c'est préparation. Même si un live c'est instantané et qu'on se dit que c'est quelque chose qu'on peut faire juste avec un smartphone, on le met on et on diffuse. Non, c'est une vraie opération commerciale, c'est une vraie opération de marque. Donc ça se prépare et ça se conçoit. Mais en Et revanche, puis ça se le prépare avec champ des des possibles, professionnels comme Groupe M. comme nous par exemple, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment on est à l'ébauche de ce que ça peut être et c'est vraiment l'occasion aussi quand même de moderniser à la fois les marques mais aussi les enseignes. Donc allez-y. Très bien. En tout cas, merci à tous les deux pour ce témoignage. On peut les applaudir. Merci à vous. Et il est temps de conclure hein, donc cette triple table ronde. On peut vous inviter à rejoindre le groupe de travail Retail Media de la Mobile Marketing Association qui est particulièrement actif, mais également rejoindre la Mobile Marketing Association hein, qui regroupe près de 150 entreprises du secteur de la pub, du commerce, des interfaces, de la relation client, entre autres. Merci à la Paris Retail Week de nous avoir accueillis et on vous donne rendez-vous sur nos différents actifs, notamment mobilemarketing.fr. À bientôt.